Super. Écoute, je vais pas être très original pour commencer. Tout d'abord, vraiment un grand merci à ton initiative. Comme le disait bon nombre de mes collègues, c'est une belle opportunité de pouvoir parler de notre boulot, chacun à nos rôles, à nos postes différents. C'est une belle opportunité ce matin. Et effectivement, moi, je suis chargé à Nanterre depuis 14 ans maintenant du scouting vidéo. Et donc, sur le scouting vidéo, plus particulièrement, bon, c'est vrai, de la défense, je m'occupe aussi plus particulièrement de la défense avec Pascal. Philippe, qui nous a rejoint depuis 2 ans, s'occupe lui de l'attaque avec Pascal, la mise en place, surtout quand on a bon nombre de nouveaux joueurs comme chaque année. On change 70 à 90% d'effectifs. Donc, chacun travaille dans son secteur, chacun a un rôle bien précis dans notre staff. Et donc, moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire de la vidéo. Là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le scouting vidéo par rapport aux équipes adverses. Et donc, ce qui m'a paru sympa de montrer, je sais qu'il n'y a pas forcément que des entraîneurs ou des assistants ou des gens qui font partie de clubs de niveau, mais juste pour vous donner un petit peu une tendance sur et mon travail, et donc mon travail sur la défense et le scouting vidéo de la défense des adversaires, c'est justement de vous montrer ce qui se fait un petit peu sur la Jeep Elite. Donc, ce matin, on va parler pick and roll, ok? Mais pas que. Disons que sur la fin, je vous montrerai. euh, j'ai envie de vous montrer un petit peu aussi les équipes qui font ce qu'on appelle les défenses spéciales. Donc, je vous montrerai quelques extraits. Et donc, nous, à Nanterre, on travaille beaucoup, pas forcément que sur l'attaque de l'adversaire, même si on le fait beaucoup, puisque c'est moi qui suis en charge de la défense. Euh, et, euh, mais surtout, on s'occupe un petit peu, comme on est une équipe, on est dans le top 4 des équipes qui marquent le plus de points, eh bien, on fait aussi beaucoup d'études, d'analyse vidéo sur les différentes défenses que peuvent nous présenter les équipes adverses. Alors là, j'ai pris un panel de 5 équipes de Jeep Elite classées. Vous allez voir un peu partout dans le classement, hein, pas seulement les équipes qui sont en haut de tableau. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout. Alors, je vais vous partager mon écran là sur la première chose. Voilà, vous allez voir voilà, mon plan. Voilà. Donc, donc les défenses de pick and roll, les tendances dans la Jeep Elite. Alors, bon, je vais vous faire une rapide introduction, même si j'ai déjà un petit peu commencé. Derrière, on verra des statistiques sur les pick and roll que l'on peut se produire. D'ailleurs, je remercie Brian George qui travaille à Pau, qui m'a pas mal aidé pour récupérer certaines stats. Ensuite, on verra les pick and roll, les différentes défenses de pick and roll par équipe. Et puis, je vous parlerai d'un pays, plus particulièrement d'une équipe en Espagne, même si j'imagine et je le sais, en Espagne, c'est une défense qui se fait assez souvent. Mais pourquoi Tenerife? Parce que d'abord, on les a joués 2 fois la saison dernière en BCL. J'ai continué mon investigation puisqu'on a un de nos anciens joueurs, Lau Konaté, qui évolue à Tenerife depuis cette année. Donc, vous verrez, c'est une défense de pick and roll un peu particulière, mais très intéressante également, comme toutes d'ailleurs. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en amont, on verra, je vous montrerai des équipes de Jeep Elite, parce qu'il y en a. Elles ne sont pas en majorité, mais des équipes de Jeep Elite qui font des défenses spéciales, dites spéciales. Voilà. Alors, sur le pick and roll, c'est vrai que
c'est une partie de l'aspect offensif que les équipes utilisent souvent. Donc, c'est vrai que on peut découper ça de plusieurs façons. C'est-à-dire que le pick and roll, il y a les entrées de pick and roll, hein, les entrées de pick and roll sur des formes de jeu relativement simples au départ. Donc, probablement pas des pick and roll qui proposent un danger immédiat. Donc déjà là, on peut imaginer une défense différente de ce que derrière, et ce qu'on a vu par rapport au scouting, ce que moi je vois au scouting, quel est l'apport du pick and roll, dans quel objectif il est fait, et surtout avec quel joueur il est fait. Ça, c'est la première des analyses que moi je fais et que j'essaie de remonter donc au staff offensif qui sont Pascal et Pascal Denadieu et Philippe Da Silva. Donc, bien sûr, le pick and roll, souvent on fait une fixation là-dessus. Je le dis parce que j'étais un des premiers à dire, quand je remontais les informations, il faut bien défendre sur le pick and roll, faut faire attention, etc. Mais quand on regarde les chiffres, et je vous les montrerai, on peut s'apercevoir que les meilleures équipes marquent 19% de leurs points sur pick and roll. 19%. Donc, ça laisse quand même à réfléchir. Alors, bien évidemment, dans cette statistique, vous avez le pick and roll où l'on score avec le porteur de balle, hein, sur un peu de l'isolation. Et puis, vous avez le pick and roll où on donne à celui qui roule. Voilà, bon, ça, c'est les deux façons. Dans mes statistiques, c'est ces deux façons qui seront prises en compte. Bien évidemment, dans ces 19%, vous pensez bien que on ne parle pas de tous les ballons qui sont renversés côté faible ou côté fort. Voilà, tout ce que peut créer, tout ce que peut faire créer, tous les décalages que peuvent faire créer, qui finalement, en bout de chaîne, c'est, je vais dire n'importe quoi, le poste 4 ou le poste 2 qui va scorer parce que juste avant, il y a eu un pick and roll, mais derrière, il y a eu un enchaînement de 3-4 actions, puisqu'il y a eu des décalages qui a fait que grâce au pick and roll, au début de l'action, ça a scoré. Donc, malgré tout, on s'aperçoit que c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. 20%, 19%, c'est pas tant que ça sur des équipes qui ont des possessions aux alentours de, allez, on va dire entre 55 et 65. C'est quand même assez vaste, mais 55 et 65 possessions, vous imaginez combien ça fait de paniers marqués sur pick and roll. Donc, c'est pas grave. Je vais vous montrer donc des images dans un premier temps. Franck, Oui. je t'interromps juste. Il y a des gens qui ne voient pas bien ton écran. Si tu peux juste réeffectuer le partage et si jamais ça persiste, dans ces cas-là, pour les gens qui ont toujours ce souci-là, je vous suggère de vous déconnecter, de vous reconnecter. C'est des choses qui arrivent parfois. Alors, je Voilà. refais ça. Tac. Et Voilà. tac. Dites-moi dans le chat si c'est bon et sinon, connectez-vous et déconnectez-vous et reconnectez-vous. Voilà, là, j'ai refait la Ouais, petite parce manip. que, parce que moi, je le vois. Donc, Alex, voilà, je pense que on est bon pour tous. Donc, pour ceux qui ont un souci, Ah, super. déconnectez-vous de la réunion et revenez. Super. Voilà. Euh, Merci. Désolé, Franck. ouais, non, justement, je regardais. Voilà. Tac. Impeccable. Alors, on va commencer par l'équipe de Monaco sur notre scouting de ce matin. L'équipe de Monaco qui utilise surtout une façon de défendre le pick and roll. Et donc, c'est la suivante. Euh, donc, ce que je vais vous montrer, c'est que, bien sûr, il y a la défense sur le porteur de balle, hein, à proprement dit, donc souvent le meneur de jeu ou un poste 2, et 99,9% du temps avec le poste 5. Bien évidemment, offensivement, les équipes utilisent les pick and roll avec le poste 5, bah, tout simplement parce que la plupart des postes 5 sont des joueurs qui sont pas très explosifs, qui ont des problèmes de latéralité, et d'autant plus qu'il y a de plus en plus de pick and roll lancés, c'est-à-dire des pick and roll qui viennent de l'opposé pour aller faire un écran à 45 degrés.
Et donc, sur ces pick and roll, on s'aperçoit que dès le départ de notre poste 5, par exemple, en attaque, eh bien, il y a un écart qui se crée sur des pick and roll lancés. Et donc, du coup, il y a plein d'équipes qui, comme elles savent qu'elles ne peuvent pas récupérer ce retard, ce petit retard, et donc elles sont en pick and roll, elles sont en contrôle, contain, defense, d'accord. Donc, ça engendre aussi ce pick and roll, des rotations à l'opposé et des choix de rotation. Vous allez voir que dans toutes les équipes que je vais vous montrer ce matin, sur le porteur de balle, c'est sensiblement la même défense. Ça ne se joue pas à 3 mètres d'écart entre le poste 5. C'est souvent la même distance à peu près quand le poste 5 va défendre sur le poste 1. Mais la différence peut s'effectuer avec ce qu'on appelle le safety et le goalkeeper. Donc vous verrez, par exemple, là je lance, vous allez voir sur l'équipe de Monaco. Donc ici, Dibost qui va se prendre sur transition un écran. Vous avez son poste 5 qui reste à hauteur. Vous voyez, qui reste à hauteur et de la balle, on va dire, et de son joueur. Là, on voit bien qu'il est à hauteur de son joueur. Mais vous avez ici derrière Ouattara qui est resté en aide. Et ça, c'est typique de la défense. Je le refais. Papsi qui coupe ici, ligne de fond. On voit bien, qui coupe, qui part à l'opposé. En espérant et en imaginant faire du jeu à 2, en laissant le jeu à 2 se faire, n'est-ce pas? Voilà ici. Donc, le numéro 7 de Gravelines, voyant ça, s'est dit, voilà, il y a du jeu à 2, même si l'angle d'écran, on peut s'apercevoir. Et ça, c'est très, très important aussi dans le scouting. Vous voyez qu'ici, on ne peut pas vraiment considérer que c'est un pick and roll à 45 degrés, par exemple. C'est plutôt un pick and roll dans l'axe. Bien posé, parce qu'on peut également, on en parlera, ça, de la pose de l'écran. Mais derrière, ici, vous avez Cole qui montre à Ouattara de rester sous le cerf pour venir aider et contrôler, ralentir le poste 5. Et ça, alors, il y a faute en l'occurrence, ça c'est typique de la défense de Monaco. Ici, pareil, donc vous voyez, ici Dibost passe l'épaule. Ici, vous avez son poste 5 qui n'a pas bougé, qui recule, donc qui contrôle, qui est censé contrôler la rentrée du porteur de balle dans la raquette. Et vous voyez qu'à l'opposé, je vous parle de l'opposé, le goalkeeper est bien rentré dans la raquette pour éventuellement contrôler le rôle. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de rôle, c'est plutôt un pop. Ici, vous avez Ouattara qui est dans le safety, qui est un pied dans la raquette. Mais surtout, et ça c'est une autre particularité de l'équipe de Monaco, surtout ici, vous avez Cole qui vient faire un aider-reprendre côté ballon. Ce qui n'est pas forcément commun à toutes les équipes. Là, je le remonte, voilà. Voilà, aider-reprendre. On peut dire que ce n'est pas forcément une très très bonne lecture de jeu de la part du porteur de balle de l'équipe de Gravelines, puisqu'on s'aperçoit que côté ballon corner, la passe qui est censée être la plus facile à voir et à effectuer est complètement ouverte. Et ça aurait pu engendrer un close-out, ligne de fond ou un tir à 3 points. Voilà. Force à lui puisqu'il a scoré. Alors là, on attaque sur les... C'était plus ou moins 2 écrans, plus ou moins dans l'axe. Là, on attaque sur des écrans ici, donc à 45 degrés, toujours sur du jeu à 2. Alors, il y a beaucoup d'isolation en Jeep Elite sur la finalité de ce pick and roll, donc surtout à 45 degrés. Et là, on s'aperçoit, je vous parlais de la pose de l'écran. Ici, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de pose de l'écran, c'est surtout le défenseur qui a voulu passer en dessous dans un premier temps et qui a pris un petit peu de retard. Mais si vous voulez, regardez bien, positionnement ici de Brian. Voilà, en fait l'équipe de Monaco, entre le premier extrait avec Ouattara et ce troisième extrait ici avec O'Brien, en fait, cette équipe de Monaco, dans son positionnement de pick and roll sur le jeu à 2, elle défend des espaces. Elle ne défend pas des joueurs, elle défend des espaces. Et donc, c'est vraiment au porteur de balle. Là, par exemple, je crois que c'est Mipoka qui reçoit le ballon. Et en fait, il faut qu'il arrive à lire la situation, évidemment avec O'Brien ici. Mais l'idéal, ça aurait été que ici, Thompson lui apporte soit par du main à main, soit par du mouvement en réalité. Parce que là, c'est vraiment du jeu fixe, très posé.
Donc, ça favorise la défense, puisque là, on voit que O'Brien, il peut être entre les deux. Donc là, il a un positionnement qui est vraiment parfait. On pourrait demander à Dibos d'avoir les bras un peu plus ouverts, un peu plus écartés, parce que pourquoi ne pas imaginer à un moment donné que Mipoca puisse faire la passe ici, ou alors tout simplement Mipoca puisse faire la passe de transfert sur Thompson et Papsi aille au corner. Ça mettrait en grande difficulté O'Brien, qui lui avait déjà anticipé pour cette passe. Donc même chose ici, on voit le positionnement toujours identique ici sur l'anticipation. Je ne sais pas si vous avez vu, là, dans cette action, le pick and roll n'est pas encore utilisé, n'est pas encore posé. Là, il n'y a pas eu l'action d'agressivité. Donc, en fait, mais ici, vous avez le safety qui est déjà en place. Et ça, c'est très important pour le porteur de balle de le voir. C'est pour cela que moi, quand je fais mon étude vidéo, eh bien ici, tout de suite, je ciblerai ce joueur. Et bien évidemment, en plus avec un shooter comme c'est le cas ici avec Thompson, eh bien, on insisterait sur du pré-collectif en disant, voilà, on va défendre un peu comme Monaco. Ici, le porteur de balle, tu n'es même pas obligé de prendre le pic. Vite, tu renverses très très vite sur Mipoca, le poste 4, qui renverse ici. Et là, on a un close-out qui nous est offert. Donc, vous allez voir. Voilà. Et là, c'est une action qui s'annule. C'est-à-dire que le pick and roll n'a rien apporté. Sur cette action encore, donc je parlais de pic lancé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule. Voilà, on a Fofana qui arrive lancé, on a quand même le poste 5 de Monaco qui est dans ses appuis, donc qui est assez rapide dans les courses. D'accord. Et vous voyez encore une fois une façon de défendre où là, Cole est complètement, il défend un espace. Hein. Il a vu que son joueur était extrêmement loin, qu'il n'était pas dangereux. Donc là, il défend un espace. Et pour le porteur de balle, bah, c'est extrêmement compliqué d'y aller puisqu'il a 3 joueurs. On s'aperçoit en plus que derrière, il perd le ballon. Là, il faut vite libérer la balle. Il faut vite libérer la balle et nous, c'est ce qu'on essaye de travailler. Un dribble, ça vient aider, on lâche la balle et on fait des extra passes et on ouvre des close-out. On arrive dans les derniers extraits de Monaco où là, voilà, encore une fois, une aide positionnelle est venue intervenir sur le roller ici. Donc là, bah, c'est un choix de l'équipe de Monaco. C'est-à-dire que l'équipe de Monaco est une équipe qui défend le mieux la raquette. Ils ferment complètement les espaces. La preuve en est ici que derrière, ils acceptent ce genre de tir. Ils acceptent ce genre de tir. Là, vous voyez que Yegete est très bas. Il y a eu comme un espèce de rescreen. Hein, ils ont refait l'écran, puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'écran ici. Et excellente lecture du numéro 7, du joueur numéro 7, qui a vu, comme précédemment, O'Brien en train d'anticiper sur le cercle, probablement pour avoir à récupérer Fofana, le roller. Et là, il voit qu'il y a tout de suite un décalage dans le corner, il lâche la balle pour un tir. Ça, c'est une très bonne action offensive. Voilà. Alors, j'ai mis quelques derniers extraits pour vous remontrer un petit peu les rotations de Monaco. Toujours pareil, côté ballon, un appui et des reprendre. Un appui et des reprendre. Opposé ici, on est complètement dans la raquette. Le safety est complètement dans la raquette ici. Le goalkeeper est elbow. Bon placement. Là, vous le voyez, la rotation est censée être une rotation donc plus ou moins en X. Hein. Cole a pris Shilb. Et ça ouvre malgré tout un close-out mal assuré ici par Yegete. Et quand même une passe facile. Donc ça, c'est une très bonne attaque de pick and roll. Bonne vision ici du joueur de Chalon-Reims, Baron. Et ensuite, derrière, le ballon se libère et il trouve une solution. Toujours pareil, le positionnement. Ici, aide côté ballon. À l'opposé, goalkeeper, safety. Transfert. Encore un pic. Et là, vous avez vu, c'est carrément l'opposé. Donc là, c'est un meneur de jeu, hein, Norris Cole.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Monaco n'accepte pas les paniers dans la raquette. Voilà. Euh, Karim, est-ce qu'il y a des questions par rapport à Monaco, à ce genre de défense, Non, pour par l'instant, hasard? non. Non, non, pour Est-ce que tout l'instant, le non. monde a bien compris où j'ai voulu orienter les regards? Ah, Vous allez non. voir qu'après, c'est pas du tout la même chose. Après, c'est pas du tout les mêmes rotations sur les différentes équipes. Ouais. Pas de questions encore. Allô? Oui, tu Ah oui, m'entends? pardon, excuse-moi. Alors j'avais volontairement coupé le son ici, mais en fait, c'est pas là où il fallait que je le fasse. Je suis désolé, t'as essayé de me contacter ou pas? Non, je disais qu'il n'y avait pas de questions encore. Bon, d'accord. Alors c'est là où je vais éteindre le son. Voilà, parfait. Tac, tac. Bon, alors on continue. L'équipe de Bourg-en-Bresse qui a fait une excellente saison cette année. Qui l'équipe de Bourg-en-Bresse défensivement, c'est une équipe qui fait du contain defense aussi également, hein, mais qui peut faire aussi du edge. Ils en avaient fait l'année dernière avec un joueur qu'on a cette année, Ndoye, et puis qui le défendait bien. Et cette année, l'équipe de Bourg, c'est une équipe qui fait beaucoup de défenses différentes. Vous le verrez dans les défenses spéciales. Alors, je tiens à dire que là, ce qu'on a vu sur Monaco, c'est vraiment le fond de commerce de cette équipe de Monaco, le contain defense, de cette façon. Bien évidemment, sur certaines parties du match, ils peuvent faire du edge, mais c'est très épisodique. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment voulu vous montrer l'option numéro une de cette équipe. Tu as une Alors, question qui est Bourg-en-Bresse, arrivée. oui. Il y a une question qui est arrivée d'Olivier Constant qui nous demande qu'en est-il du bump du goalkeeper? Alors, sur l'équipe de Monaco, le goalkeeper ne bump pas. Il ne vise pas un joueur. Il vise des espaces de jeu. Ça veut dire que vous avez vu sur la plupart des extraits, c'est souvent le safety qui sprint et qui vient carrément dans la charge, alors au-dessus du demi-cercle, pour venir gêner ou pour venir styler la balle, intercepter le ballon. Mais il y a pas de joueurs qui viennent pour bumper et repartir. Ça, il n'y en a pas. Ça, c'est leur caractéristique défensive. Voilà. Bien sûr, vous allez voir maintenant sur certaines équipes que c'est l'option. Donc, on continue avec Bourg-en-Bresse. Donc, Bourg-en-Bresse, euh, je vais enlever le son parce que moi je l'ai à fond ici. Voilà. Donc, Bourg-en-Bresse, alors c'était contre nous ici. Donc, toujours pareil, cette volonté de contrôler ici. Vous avez vu que comme il n'y a pas trop d'agressivité ici, le goalkeeper, lui, il est plus dans l'idée de venir bumper. Là, en l'occurrence, comme il n'y avait pas eu trop d'agressivité sur notre porteur comment dirais-je, Moore, il a pas, le joueur de Bourg-en-Bresse n'a pas voulu aller bumper. Bon, mais c'est toujours pareil, le goalkeeper, le safety, excusez-moi, prend beaucoup de risques. Là, par exemple, clairement, il y a une passe qui est complètement ouverte pour Isaiah Cordini. Complètement. Et en plus de ça, on peut dire que, vous voyez, contrairement tout à l'heure à Monaco, déjà, le numéro 32, Carmichael, ici, est dans la lutte. Et en fait, il passe pas comme il faut. C'est-à-dire que, normalement, top, je vais arrêter ici. Normalement, il est censé passer par le dessous, par en dessous, pas essayer de passer par au-dessus. Pourquoi? Parce que pour notre joueur, Jean-Marc Pansat, c'est très facile de sciller, de le bloquer dans son dos et de créer une autoroute pour que Dallas Moore, d'ailleurs c'est ce qu'il va faire, aille au panier. Alors dans cette situation-là, normalement, ici, ce joueur-là aurait dû venir, aurait dû intervenir il est en aide positionnelle. Donc le safety aurait dû rester, c'est-à-dire que là, il a anticipé, il est reparti sur son joueur, mais probablement qu'il aurait dû rester sur Dallas Moore. Et à ce moment-là, ici, le joueur de Bourg aurait dû sprinter sur Isaiah Cordigné. Bon, là, ça ne s'est pas passé comme ça, et tant mieux pour nous.
Donc, vous voyez que également, cette défense, parce que c'est vrai qu'il faut aussi qu'on parle un petit peu de l'attaque, forcément. Cette défense-là, donc Carmichael est vraiment très, très bas. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est vraiment, juste le début de l'action, il est vraiment très, très bas. C'est-à-dire qu'il ne réagit quasiment pas. Quasiment pas. En plus, il n'est pas orienté du bon côté, on va dire. Contrairement à tout à l'heure, Monaco, qu'est-ce qu'aurait fait ce joueur-là à Monaco? Il serait venu intervenir sur la balle. Il serait venu donner une aide et reprendre et repartir. Sauf que là, ce n'est pas du tout la philosophie et la même défense. Ce qui fait que cette défense-là, sur un shooter, eh bien, elle ouvre ce type de tir. Elle favorise ce type de tir. Maintenant, c'est une philosophie. Il y a des coachs qui font, il y a des mathématiciens coachs qui font des statistiques sur le nombre de paniers marqués sur ce type de tir et qui donc proposent cette défense en acceptant ce tir, en refusant le panier du joueur qui roule, mais en acceptant ce tir. C'est tout à fait possible. Là, toujours pareil, même chose. Vous voyez que la position est complètement différente, notamment de ce joueur-là, parce que à Monaco, il aurait été dans la raquette, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on a notre bump. Là, ça répond à la question tout à l'heure. Eh ben, dans cette équipe, ce joueur-là, le goalkeeper, est missionné pour bumper ici. Alors, on s'aperçoit, ça, bien sûr, après, moi, quand je scoute sur 3 matchs. Je scoute sur les 2 derniers matchs de championnat et je scoute toujours, j'essaie de trouver toujours une équipe qui ressemble un petit peu à la nôtre offensivement pour voir un petit peu les adaptations. Je ne sais pas si ce joueur-là a fait exprès de venir aider ou pas. Je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas retrouvé dans mes montages, par exemple, admettons. Donc, pour moi, c'est une initiative un peu personnelle. Donc, je ne vais pas forcément me fixer sur cette défense-là, ou alors je vais dire, bon, bah tiens, quand c'est Peacock qui est corner, lui va venir aider. Donc, des fois, j'en parle un petit peu au porteur de balle en disant, quand notre 4 est dans le corner, si c'est Peacock, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas parce que Peacock aime bien venir aider. Voilà comment moi je fonctionne. Voilà. Donc, ici, Kenny Chéri, il agresse, il agresse, il agresse, il attire pour que tout le monde tasse. Et derrière, il a vu le goalkeeper venir bumper Endoy. Et donc, c'est ce qu'on travaille beaucoup. C'est-à-dire que Moore, comme vous pouvez le voir, à la base, au début du pick and roll, il était positionné en deuxième arrière, d'accord, plutôt dans l'aile. Nous, ce qu'on leur demande quand on joue ce type de pick and roll en attaque, c'est de suivre derrière la balle, de suivre derrière la balle. Bah forcément, parce que le goalkeeper, si on l'a vu, si moi j'ai scouté que le goalkeeper venait bumper, forcément, qu'est-ce qu'on va demander? De suivre derrière la balle, ce qui fait que ça ouvre complètement ce genre de tir. Et comme nous, souvent derrière la balle, on met des shooters, bah forcément, on a plus de chances de scorer dans cette position-là. Alors là, une situation de jeu à 2. On voit que, donc toujours pareil, hein, ici du contrôle, pas de risque de faire sortir le poste 5, parce que peut-être il va être en retard, il va peut-être faire une faute, donc c'est plutôt pour le protéger quelque part. Ici, vous voyez que dans quelques défenses, ce joueur-là aurait une aide positionnelle, se serait retrouvé plutôt ici, donc aurait un peu gêné l'intervalle, aurait fermé l'intervalle à Isaiah Cordigné. Ça n'a pas été le cas. Donc Isaiah continue, il aurait même pu continuer sur encore un autre dribble. Ici, on voit un joueur qui est plutôt passif, mais qui est plutôt bien positionné sur une aide positionnelle où il aurait tendu le bras, il aurait peut-être gêné un peu plus tôt, bon, peu importe. Et là, finalement, bah, je vous laisse regarder encore. Finalement, on a pris le choix de lancer la balle en l'air. Et en fait, il y a eu panier, je crois. J'ai la petite fenêtre devant moi. Voilà, pardon. Tac. Voilà, il y a eu panier, je pense que c'était plutôt une passe. Mais Isaiah avait, on va dire, ce choix-là, non, c'était donc un panier, ou ce choix-là, il avait aussi le choix de, ici, Devin Oliver, puisque il y avait une aide du safety qui était là. Donc le porteur de balle, on l'entraîne à avoir dans sa vision toutes ces possibilités. Alors là,
Un type d'écran aussi, pardon, un type d'écran que je voulais vous montrer également. Donc sur de la transition, on essaye de poser un premier écran, le joueur passe en dessous, on repose l'écran. Et là, on tombe sur un step-up screen, d'accord? Et là, comme je vous disais tout à l'heure, bah, c'est un écran idéal, le rescreen sur du contrôle, puisque là, avec un porteur de balle shooter, eh ben pour lui, c'est du pain béni. Le shoot est complètement ouvert et nous, on encourage la prise de shoot lors de ces actions. On les encourage vraiment. Encore une fois, je vous dis, il y a des coachs qui acceptent ce genre de tir, du moment que ce n'est pas dans la raquette. Alors, toujours pareil, je pense que tout le monde cible les mêmes personnes. Quand on fait des pick and roll, bah, on cible des joueurs adverses. C'est notre travail. Et donc là, je pense que le poste 5, Carmichael Debourg, est ciblé. On s'aperçoit déjà que l'écran est très bien placé. Ça, je fais un petit arrêt. J'imagine, je n'ai pas eu le temps de regarder l'intervention de Jean-Christophe Prat, que je salue. Je sais qu'il est devant son écran aujourd'hui, ce matin. Je pense qu'il vous a parlé de la pose des écrans qui est sur les pick and roll, qui est primordial. Sinon, ça ne sert à rien de faire cette action. Donc là, il est plus ou moins bien placé, on va dire bien placé, puisque le défenseur du porteur de balle est derrière. Et là, Carmichael, il n'est pas du tout en attitude. Vous voyez, il est pas prêt, en fait. Il n'est pas du tout sur le chemin du dribble, mais pas du tout. Il est trop décalé, trop près de son joueur. Et en plus, il est en attitude. Vous voyez, il est trop raide sur ses appuis. Du coup, le porteur de balle, Stockton, avec de la vitesse, bah évidemment, c'est imparable. Et il va aller marquer. Vous voyez, encore une fois, le problème ici au niveau du pick and roll, je pense que c'est plus aussi un problème de communication. On peut parler de la défense du pick and roll pendant 5 jours de suite, mais il y a une chose importante, c'est que c'est une collaboration entre deux joueurs, ou 3, ou 4, ou 5, selon les règles instituées par le coach. Donc, mais à la base, le pick and roll, ça concerne deux personnes dans un premier temps. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait une communication de tout instant. C'est-à-dire que là, très clairement, le défenseur du porteur de balle, est-ce qu'à votre avis, il peut reprendre son joueur? Est-ce qu'à votre avis, dans cette position, il peut reprendre son joueur? Bon, je pense qu'on a tous la même idée, la même réponse. C'est non, c'est pas possible. Donc là, il faut qu'il y ait des règles très précises sur ce type de pick and roll. Carmichael reste ligne des lancers francs, donc il est très très loin du poseur d'écran. L'écran est très bien placé, même peut-être un petit peu en mouvement, mais très très bien placé, très bien fait. Et là, dans ce cas-là, bah, il y a plusieurs types de défense. Donc il y a soit je dis switch, et là, dans cette situation, on peut switcher à 3. C'est-à-dire que ici, mon ailier, qui est beaucoup plus, mon poste 3, qui est beaucoup plus costaud ici, il peut défendre, bumper, et moi, je sprint sur le shooter ici. Et mon 5 garde, si je veux protéger la raquette, garde le poste, le meneur de jeu. Mais ça va avec de la communication. Ou alors, si ce n'est pas instauré, peut-être que lui pourrait venir aider et lui repartir ici. Ou alors, dernière chose, bah, il pourrait sprinter et dire je reprends et repart. Sauf que là, on sent bien qu'il n'y a pas vraiment eu de communication, ce qui fait que c'est, encore une fois, un panier facile de la part du joueur du Mans avec une faute. Alors, je vous ai expliqué, sur ce type d'écran, les step-up screen, ici, sur du main à main et ici, quand on pose l'écran. Encore une fois, vous voyez que l'écran est extrêmement bien placé. Et ça, c'est important d'insister pour nos joueurs, pour que nos joueurs, nos postes 5 posent bien l'écran. Et que surtout pour que nos porteurs de balles attendent l'écran. Ça, c'est primordial également. Il y a beaucoup de fautes offensives sur ce genre d'action. Là, vous voyez que positionnellement, les joueurs de Bourg sont tous sur des espaces, dans des espaces, sauf que malheureusement, il y en a un. Alors là, on peut définir, là c'est pareil, c'est une question de philosophie défensive. On peut définir entre ces deux joueurs qui doit intervenir sur ce joueur-là. Il y en a certains qui vont faire intervenir le goalkeeper. Il y en a certains qui vont le laisser partir et qui vont faire intervenir ici, comme c'est le cas, le safety, avec une rotation du goalkeeper. Ça, c'est propre à chacun des coachs. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est propre à chacun des coachs.
Voilà sur la défense qui est différente, donc Bourg-en-Bresse, bon, par rapport à Monaco, mais on ne cherche pas à comparer, mais qui est commune puisqu'ils font aussi donc du contrôle, hein. Maintenant, cette équipe de Bourg-en-Bresse, comme vous avez pu le voir, le contain defense, c'est pas forcément la défense où elle est la meilleure. Et donc le coach a proposé à son équipe une autre défense. Donc c'est une défense qu'on voit juste maintenant, qu'on appelle nous ice defense. Pourquoi? Parce qu'on gèle l'écran, on l'interdit. Euh, et c'est une défense que Bourg utilise souvent. Et j'en profite pour faire une petite pause, on va dire, et un peu pause question avant de partir sur de ice defense. Euh, c'est vrai que défendre toujours de la même façon sur le pick and roll, eh bien, les équipes s'adaptent. Et quand vous êtes dans la mouise, quand vous voyez que votre équipe, finalement, que l'équipe en face s'est tellement adaptée à votre défense, eh ben, faut changer quelque chose, forcément. Alors, vous n'allez pas changer votre structure défensive sur le contain. Vous n'allez pas sortir d'un seul coup. Vous avez travaillé toute la semaine avec le goalkeeper qui vient bumper. Vous n'allez pas d'un seul coup sortir sur un temps mort. Bon, ben maintenant, c'est toi qui vas faire ça, c'est toi qui vas faire ça, alors que vous ne l'avez jamais fait. Donc, qu'est-ce que vous faites? Le réflexe, c'est quoi? C'est d'avoir dans sa poche un autre joker sur une autre défense. Vous n'êtes pas obligé de la mettre en place, et les équipes de Jeep Elite ne la mettent pas en place en se disant celle-là ne marche pas, on va mettre l'autre, celle-là ne marche pas, on va mettre. Non, c'est plus compliqué que ça. Les coachs en Jeep Elite, c'est souvent par rapport aux joueurs qu'il y a sur le terrain, c'est souvent là où est positionné l'écran. Vous allez voir que allez, 90% des cas de ice defense vont se faire à 45 degrés. Euh, j'ai souvent vu ça en championnat de France. Mais pas forcément en Coupe d'Europe. En Eurocup, en BCL, toutes les Coupes d'Europe qu'on a pu faire avec l'équipe de Nanterre, vous pouvez vous apercevoir aussi que les pick and roll dans l'axe, certains pick and roll dans l'axe, sur certaines structures offensives, vous permettent de vous mettre en ice, de geler l'écran, de faire nos pics. Et donc, on a souvent eu, en Coupe d'Europe, des équipes qui nous faisaient ça dans l'axe. Mais je vous dis, en championnat de France, c'est pas. Quelques équipes le font, quelques équipes s'adaptent un petit peu sur vos formes de jeu quand vous avez des piqueurs dans l'axe, mais très très peu, vraiment très très peu. Voilà, c'est toujours clair pour tout le monde, il n'y a pas de Oui. souci. Alors, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Une première question de Sylvain Mousseau qui demande combien de temps consacrez-vous chaque semaine à adapter votre attaque sur les choix défensifs du pick and roll adverse? Déjà, je salue Sylvain, je lui dis un grand bonjour et bravo d'être venu, d'être là parmi nous. Euh, alors, défensivement, euh, la proportion défensive entre l'attaque et la défense aux entraînements, elle se situe entre, on va dire, on fait du 70-30. 70 offensifs et 30 défensifs. Néanmoins, euh, quand vous jouez 2 matchs par semaine, sur notamment des matchs de Coupe d'Europe, pour scouter les équipes, il faut vraiment, c'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire qu'on met d'abord en place notre jeu offensif parce que c'est quelque chose qui nous rapporte beaucoup de points. Je vous dis, depuis toutes ces années où on a été en Pro A et en Jeep Elite, on a toujours été dans les 4 meilleures attaques du championnat. Et, avec les succès qu'on a connus. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel Pascal insiste beaucoup. Déjà, la mise en place offensive. Bon. Après, en pré-saison, on travaille beaucoup de différentes défenses. Tout d'abord, pour pouvoir voir à qui on a affaire, parce que je vous ai dit en préambule qu'on avait entre 6 et 9 joueurs nouveaux chaque année. Donc, on essaye de voir comment ils réagissent défensivement. Que ce soit nos postes 5, que ce soit la pression qu'on peut mettre sur nos postes 1, nos postes 2, etc. Donc, en pré-saison, on fait beaucoup. En pré-saison, c'est du 60-40, on va dire, hein. Voilà. Et puis derrière, quand on commence le championnat, les Coupes d'Europe, etc., en fait, quand on fait une séance, quand on construit une séance, on fait souvent un échauffement par notre préparateur physique Vincent Diagois sur les groupes musculaires qu'on va le plus utiliser. Par exemple, si avec Pascal et Philippe, on a décidé de commencer par de la défense,
c'est un entraînement le matin, on est frais, et ben, le préparateur physique va beaucoup plus échauffer les membres inférieurs sur des exercices dynamiques. Moi, je vais reprendre en faisant du pré-collectif défensif. Allez, on va dire qu'on va faire 20 minutes de défense. 20 minutes de défense. Euh, en dehors de l'échauffement. 20 minutes. Sur un thème bien précis. Vraiment sur un thème bien précis. Ça peut être le pick and roll, ça peut être les écrans sur mon porteur, ça peut être le box out. Voilà, sur des choses vraiment assez précises. Ça peut être le curl, ça peut être tout ça. Bon. Et derrière, on fait de l'attaque. Philippe intervient, Pascal intervient, nous guide par rapport à tout ça. Et donc derrière, sur l'entraînement qu'on aura, sur le 5-5, moi, mon rôle, ce sera d'arrêter à chaque fois qu'on ne sera pas dans les consignes que l'on aura vues. Et Philippe arrêtera peut-être un peu moins si vraiment on avait décidé d'appuyer un peu plus sur la défense. Mais à quasiment chaque jour, on va faire des petits exercices défensifs. On a des gammes défensives. Par exemple, on a des gammes. On a des gammes de vitesse, on a des gammes sur le pick and roll, on a des petites gammes. Donc on dit, voilà, on fait les gammes défensives. Bam, 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 ça sort, ça crie, ça parle, ça communique, tout ça. Et derrière, sur l'attaque que Philippe va mettre en place avec Pascal, moi, je vais être derrière les joueurs pour leur rappeler ce qu'on vient de travailler. Donc, pour conclure, on travaille moins la défense, mais on fait des petites piqûres de rappel. Alors qu'en attaque, c'est vraiment beaucoup plus, on travaille beaucoup plus de temps pour que déjà les joueurs arrivent à se passer le ballon. Et ce n'est pas souvent très, très facile en réalité. Voilà comment on travaille la défense. Tu as une question d'un coach adverse, Mehdi Mari, qui demande quelle est la défense pick and roll qui met le plus Nanterre en difficulté sur les dernières saisons. Mehdi, je ne sais pas parce qu'il n'y en a aucune. Donc, je ne pourrais pas te répondre en fait. Écoute, le seul conseil que j'ai à te donner, demande à tes assistants de regarder ce que je dis. Hein, mais en réalité, nous, tu nous connais. On peut nous proposer n'importe quoi, on s'adapte, Mehdi. Donc, je suis désolé, j'espère que cette réponse te comblera, mais il n'y a absolument aucune défense. Aucune défense. Voilà, Mehdi. Plus sérieusement, tu as une autre question. Est-ce que l'intervention du goalkeeper ou du safety ne dépendrait pas de la position du roller, si au-dessus de la ligne de lancer franc ou si c'est possible de le bumper plus tôt ou plus haut, par exemple? Tout est possible. Oui, tout est possible. Exactement. On peut imaginer. On me voit là, Karim? Oui, oui, oui. Ah, super, d'accord. Tout est possible. On peut imaginer faire anticiper effectivement le goalkeeper pour que même avant l'utilisation de l'écran, on peut imaginer un pick and roll, donc ici avec un porteur de balle. Là, il Voilà. faut juste que tu remontes un peu ta plaquette. Voilà, Alors super. attends, je vais écrire puis je la montre après, mais en gros, on peut imaginer un pick and roll ici. On peut imaginer, alors c'est souvent un poste 4. Alors c'est toujours pareil, ça dépend de la structure. C'est-à-dire, si vous avez votre poste 4 ici, que lui utilise ce pick, que lui roule, c'est très facile. Enfin, on va dire que lui va rouler plus comme ça, pardon, hein, parce qu'il fait un espèce de demi-cercle. Bon, là, il va bumper un peu, il peut reprendre. C'est une question de distance. Et nous, on travaille énormément sur les distances. C'est-à-dire qu'un conseil en attaque, mettez votre poste 4 ici. Mettez votre poste 4 ici, si c'est un shooter, ou deux, peu importe, mettez votre shooter ici. Et quand ici, le pic va s'effectuer, eh ben lui, son défenseur, qui était goalkeeper, il a un choix à faire. Il va forcément avoir un choix à faire. Et que pendant que lui va rouler ici, bon, il ne pourra pas s'en occuper. Donc, vous allez me dire, oui, c'est le safety qui va s'en occuper. Mais comme lui, très au large, si lui, sur le rôle, on va lui demander de faire plutôt un décroché comme ça, si c'est lui qui vient s'en occuper, forcément, il y aura une passe ouverte. Il y aura une passe ouverte. Attends, je vais redresser ça. Voilà. Il y aura une Ouais. passe ouverte ici. Il y a des équipes qui prennent le choix de laisser ce joueur ici et de faire décrocher, effectivement, le safety à l'opposé. Mais il y a des équipes qui décident de laisser ce joueur-là et plutôt de faire bumper, d'intervenir ici, là, sur le roller, ce joueur-là. Pourquoi? Mais c'est très simple. Pourquoi? C'est très très simple parce que dans le scouting vidéo qu'on met en place, c'est très simple. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus sur le pick and roll? Je vais encore descendre ma plaquette. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Le plus sur le pick and roll, ce qui nous intéresse, c'est la défense de ce joueur-là
et la défense de ce joueur-là. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Leur safety, qu'est-ce qu'ils font exactement? Et de ça, c'est comme ça qu'on va mettre en place notre attaque. Et bien sûr que lui, il a son importance, le goalkeeper. Mais en tous les cas, pour nous, ce n'est pas le joueur qui a le plus d'importance. Alors, ici, tout est possible. Pour répondre à la question, tout est possible. Il s'agit simplement de bien le formaliser. Il s'agit simplement de bien le travailler. Et il s'agit aussi simplement, je dis simplement, c'est de façon ironique, de pouvoir le cacher aussi, parce que c'est trop flagrant. Quand on fait beaucoup de vidéos, c'est tellement flagrant de voir les rotations des joueurs et de se préparer par rapport à ces rotations. Donc on peut même mettre une forme de jeu qui va les amener dans cette rotation pour contrecarrer la rotation et jouer contre ça. Nous, c'est un petit peu comme ça aussi de temps en temps sur certaines équipes, en fonction de ce que j'ai vu par rapport au safety, par rapport au goalkeeper, mais d'abord le safety en numéro 1, de dire, bah tiens, voilà, si on a une forme de jeu qui va nous aider à renverser sur tel ou tel goalkeeper, on va faire. Et j'ai même envie de vous dire, et là je vais vous remontrer aussi sur la plaquette, et ben des fois, on va pas mettre le poste 4 ici, ou si peu importe, mais bon, si c'est un poste 2 et un poste 4 ici, si vous avez lui qui triche et lui qui est ici, et ben des fois, c'est lui qui va monter, faire un écran dans le dos. C'est lui qui va monter, faire un écran dans le dos. Et pendant le pick and roll à l'opposé, pendant le pick and roll ici à l'opposé, bah, c'est lui qui va chercher ça. Si on voit que le goalkeeper, il a trop décroché, ou si on voit que c'est lui qui va sprinter ici et lui qui va sprinter ici, en X. La défense en X. À ce moment-là, c'est ce qu'on va mettre en place. Sur des structures de jeu très très simples, mais si jamais on a deux joueurs à l'opposé qui, pendant le pick and roll, souvent on leur dit de ne pas bouger, on va leur dire de ne pas bouger, puisque, admettons, c'est ce safety qui va venir en aide quand lui va rouler. On va lui dire, bah, tu donnes corner, très bien, ok. Et ben des fois, on va dire non, tu vas monter faire écran ici, et c'est toi qui vas partir. Pour un curl, pour tout ce que vous voulez. Voilà. Mais tout est possible. C'est défensivement, très honnêtement, défensivement, tout est possible. Et d'ailleurs, vous le verrez quand je vous montrerai la défense des Espagnols de Tenerife, où vous pouvez très bien vous dire, peut-être certains vont découvrir, d'autres non, mais vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette défense sur pick and roll? Mais c'est impossible. Et bien pourtant, ils le font. Je peux lancer sur Oui, la défense vas-y. ice? Alors, donc Bourg-en-Bresse, c'est une défense qui fait beaucoup de ice, beaucoup, avec la défense contain defense. Donc là, vous pouvez vous faire se voir qu'ils ne veulent pas donner l'écran. Alors, la défense ice, ben, très honnêtement, c'est une très bonne défense pour vous bloquer sur le côté, puisque je vous ai dit, en majorité, les équipes font ice defense quand les pics sont posés sur les côtés, alors notamment sur de la transition, puisque beaucoup d'équipes en Jeep Elite font des transitions avec un poste 5 qui arriverait après un rebond def derrière le porteur de balle, il viendrait poser un pic. Donc ça, c'est une défense qui est très fréquente. Alors, ce qui est bon sur la défense de no pick, c'est qu'elle gèle vraiment, c'est-à-dire qu'elle coupe tous les timings, elle coupe toutes les intentions du porteur de balle, surtout sur du passing game, où on utilise le pick pour renverser, des enchaînements de main à main, des enchaînements de down screen, pin down, voilà, des écrans descendants, etc., etc. Donc là, elle peut être vraiment embêtante parce que c'est pareil pour un joueur qui ne serait pas quelqu'un qui prendrait beaucoup d'initiative avec la balle. Bah là, en l'occurrence, il faut prendre l'initiative avec le ballon. D'accord? Alors, dans cette configuration, dans cette attaque-là que nous, on propose ici à Nanterre, elle peut être très embêtante parce qu'elle est limitée dans l'action qu'on peut avoir sur le porteur de balle, c'est-à-dire que si Butterfield voulait étirer un petit peu et attirer le poste 4, là ou 5, en l'occurrence ici Pelos, eh bien, il y aurait ici Peacock qui pourrait le gêner, il n'y aurait pas d'espace, il y aurait un problème de spacing, d'accord? Donc, dans cette configuration, il y a deux choix en attaque. Il y a le premier choix, et c'est un peu le revers de la médaille, mais c'est un choix, de laisser le tir sur un shooter. Voilà, j'avance, je shoot, je marque. Alors vous allez dire, ouais, c'est un exploit. Et puis en plus de ça, il y a quoi? Il y a combien d'attaques là? Il y a combien de secondes? Il reste encore 14, enfin il reste encore 12, 13 secondes d'attaque. C'est un shoot peut-être rapide, je ne sais pas, ça c'est votre philosophie. Non, pour nous, c'est un très bon tir. C'est un très bon tir.
Butterfield est un très très bon shooter, donc ça nous va parfaitement, c'est un très bon tir. Et vous verrez qu'il y a une autre possibilité d'attaquer ce type de défense, c'est celle-là, ce qu'on appelle le snake, c'est-à-dire passer quand le poste 5 est relativement bas, puisque vous avez des équipes qui font ice avec un poste 5 collé au poste 5 ici. Donc ça, c'est très difficile. En plus, vous voyez, c'est près de la ligne de touche, il peut y avoir une trappe, etc. Là, en l'occurrence, il n'est pas collé à son joueur. Donc notre joueur à nous, voyant en plus de ça qu'ici, c'est complètement bouché, bon, on a un joueur qui n'est pas à sa place, donc il n'y a aucune espérance, aucun espoir d'aller de ce côté-là. Et ben, il passe entre les deux, il fait ice. Et là, il se retrouve en mismatch. Vous avez vu, voilà, ça a switché. La réponse de la défense, ça a été quoi? Ça a été de switcher. Et donc là, c'est exactement ce qu'on recherche. Là, ils ont été très, très malins. Bon, notre meneur de jeu aurait pu jouer la mismatch avec Carmichael. Je pense que ça aurait été une bonne solution. Il a préféré donner le ballon dans l'aile. On a essayé de jouer la mismatch, mais ils ont switché à 3. Et on se retrouve quand même un peu sur de la mismatch et du tir. Là, c'est une bonne défense parce qu'on n'a pas scoré. Même chose là-bas. Donc, vous voyez le positionnement du numéro 32, Carmichael, qui n'est pas tout à fait positionné au bon endroit. Et encore une fois, nous, c'est notre philosophie sur le tir de nos porteurs de balles. Voilà, pique. Alors, troisième choix possible sur du ice defense du no pick, c'est de jouer ici sur le roller, puisque c'est pas un long roll, c'est un léger short roll, et en plus, le joueur, il est de face. À aucun moment, il ne lâche le ballon. Voilà, il voit la balle tout au long de l'attaque. Donc là, c'est très intéressant quand vous avez un poste 5 capable de shooter ici, elbow. C'est un choix. Mais on peut enchaîner aussi par un main à main. Bon, là, en l'occurrence, Endoy joue son 1 contre 1 et le fait très très bien. Voilà. Alors là, vous avez vu, là, c'est différent. La Peacock, donc il y a communication dans Dulcich qui montre sur le Ice Defense, on montre donc qu'on ouvre complètement et qu'on veut protéger le chemin du drive ici. Donc l'angle de l'écran a changé forcément. Et là maintenant Peacock est à hauteur. Donc vous avez vu, ça force le transfert de balle. Voilà, là vous avez vu, Peacock, contrairement à Carmichael, il est beaucoup plus haut, donc ça enlève l'option du snake. Mais ça ouvre complètement l'option du short roll. Et là, c'est une très bonne attaque, parce qu'il a renversé la balle. Alors là, c'est une excellente défense, mauvaise attaque, mauvaise lecture de jeu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le corner est encombré. Bon, l'angle d'écran n'est pas du tout bien passé et le porteur de balle part trop vite, ce qui fait que derrière, bonne position de Peacock et ballon perdu. Voilà. En ce qui concerne la défense, donc c'est la première fois qu'on voyait une défense ice. De mémoire, Monaco l'utilise pas ou très très peu, ou en tous les cas contre nous ils l'ont jamais fait. Vous avez vu que pour la deuxième équipe qu'on scoute, l'équipe de Bourg l'utilise. Est-ce qu'il y a des questions sur ice ou ça va? J'enchaîne. Tu as juste une question. Sur Ice à 45 degrés, pourquoi ne pas envisager d'être plus ambitieux en venant trapper, en abandonnant la passe à l'opposé et tout le monde viendrait fermer les premières passes? Tout à fait. Tout à fait. On peut effectivement faire ça. Après, c'est une question de distance. C'est-à-dire, où est cet écran? Bon, c'est vrai que la plupart du temps, il est proche de la ligne de touche. Donc, effectivement, il y a quand même pas mal d'équipes qui vont directement sur la trappe, hein, et qui laissent l'initiative. Bon, déjà, si une trappe est bien faite, la passe sera plus mauvaise, mais qui laisse l'initiative au poste 5 qui a fait un short roll de recevoir le ballon sans pour autant essayer de couper la passe, sans pour autant essayer de la couper, mais qui laisse un peu l'hésitation au poste 5 et l'initiative d'éventuellement prendre le tir. Bon, ça, c'est déjà vu, mais d'un autre côté, si on fait ça, ça se rapproche beaucoup de la défense pick and roll normale, basique, sur du hard edge et de la trappe. Donc, on va dire que c'est pour les différencier. Quand on fait du ice, on ne va pas faire du hard edge.
sauf si c'est encore une fois une consigne d'un coach qui dira de toute façon, quelle que soit la défense du pick and roll, si le pick and roll est positionné proche de la ligne de touche, quoi qu'il arrive, on trappe. Ça peut être une consigne. Donc, on peut le faire sur Ice, on peut le faire sur Edge, et on peut même des fois le faire sur Contain ou sur type de défense Stick Under ou toutes ces choses-là. C'est juste une question de philosophie. Donc, voilà. Bon, oui. J'en ai une dernière qui vient d'arriver. Lorsque le corner côté balle est libre, que fait le grand si Bravo. si le meneur attaque ligne de fond? Très bonne question. Alors, je sais que pas mal d'équipes le font, ça, dans ce genre de structure, avec donc un joueur qui part corner. Alors, comme on l'a vu, comme on a pu le voir sur un de nos extraits, où Kenny Cherry est parti ligne de fond, s'est bloqué à shooter. Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que quand le joueur corner s'en va, si le joueur porteur de balle attaque la ligne de fond, la première réponse, c'est comment dirais-je, le shoot de Kenny Cherry, et la deuxième réponse de l'intérieur ici, d'accord. Donc lui est ici, il y a 3 joueurs ici à l'opposé, d'accord. Voilà. Donc lui ne pouvant pas jouer son pick and roll, il a la liberté d'attaquer. L'objectif, c'est d'attaquer très très vite le poste 5, mais très très vite pour le déborder. Ça, c'est le premier objectif. Bien évidemment, ici, le poste 5, son rôle, il sera d'être dans la pocket pass, dans la pocket pass ici, pas très très loin. Et le poste 4 ici, ou votre poste 2 ici, l'objectif pour lui sera de suivre, de release d'ici, de suivre un maximum le joueur qui déborde et qui essaye d'aller vers la ligne de fond. Lui devra sprinter et être derrière pour éventuellement le retour de passe. Ça, c'est la première chose pour ce cas de figure. La deuxième chose pour un autre cas de figure, c'est si jamais, donc toujours comme ça, vous savez, votre poste 5 est comme ça, si jamais ici, votre porteur de balle fait snake à 45 et qu'il n'y a personne ici, l'espace est complètement libre. À ce moment-là, ici, le poste 5 ira par là, vers la ligne de fond, short corner. J'ai mon 1 qui est ici, il fait le snake, il attaque ici, mon 5 sprint et vient ici sur du short corner. Et il a cette petite pocket pass. Voilà le rôle du poste 5 quand il n'y a personne dans le corner ici. Et défensivement, dans cette situation, qu'est-ce que tu demanderais à ton poste 5 défensivement? Alors, ici, nous, déjà, dans cette position ici, quand il y a un joueur corner, notre poste 5, on le met comme ça. D'accord? Et notre poste 1, on le met ici. OK? Okay. Maintenant, quand lui s'en va ici, quand lui est parti, quand on sait que la forme de jeu est comme ça, notre poste 5, on le met comme ça, ici. C'est-à-dire qu'on le met perpendiculaire ou parallèle à la ligne de fond, perpendiculaire à la ligne de touche. C'est un replacement, c'est-à-dire que à la base, il va être comme ça, parce qu'il y a un joueur ici, on sait qu'il sera comme ça, donc c'est parfait. OK? Mais quand on sait que sur telle forme de jeu, il n'y a personne corner, ou s'il s'en va, le joueur qui est corner donne un signal à ce joueur-là pour que, hop, il change. Et tout de suite, je vous dis, là, je l'ai mal positionné, mais nous, il est jamais trop bas, parce qu'on ne veut pas favoriser le snake. Donc nous, il sera vraiment, vous voyez, il est là, et d'un seul coup, il va bouger ses appuis, il va se retrouver comme ça. Et effectivement, si lui, il y va quand même, à ce moment-là, nous, on trappe. Si lui essaye quand même de passer, de prendre le risque de mettre un pied en touche, là, boum, pour nous, c'est systématique, c'est trappe. Systématique. D'accord. Voilà. Alors, je vais lancer, parce que je vois que l'heure tourne, je vais lancer, comment dirais-je, vite fait Là, il y a une très très bonne lecture de jeu de la part du meneur de jeu, Mai, ici. Alors, vous voyez, le safety, à l'opposé, ici, il démarre trop tard, et Mai l'a vu anticiper. En plus de ça, c'est la pire des actions, puisque derrière, c'est un shooter, c'est Baran. Donc, c'est toujours ce fameux contain. Et je pense, je vous dis franchement, là, quand vous voyez ces deux images, je pense que là, il y a eu du travail vidéo de fait de la part de l'assistant de Reims, de Charles Reims,
qui a dû voir qu'à l'opposé, ça décrochait, que ça bumpait légèrement, mais que le goalkeeper n'était pas en capacité de reprendre sur ce genre de passe, de transfert de passe là-bas. Et donc, anticipation de maille, vous le voyez bien sur les deux actions, il a pris la balle, tout de suite, il a regardé à l'opposé. Ça veut dire que ça, c'est travaillé, ça, c'est préparé. Et à l'opposé, c'est encore un autre shooter. Voilà, alors, pareil ici, pick and roll, contain, pocket pass. Et là, attention, voilà, attention, parce que le safety est venu aider. Donc là, pour moi, le porteur de balle doit être plus attentif à ça. Il doit être prêt. Là, donc là, on voit, là, c'est carrément un autre style de défense sur le contain defense. C'est-à-dire que là, c'est très clair. Au portel, c'est très clair. Ici, le goalkeeper vient, quoi qu'il arrive, est aspiré par le roller. Il est aspiré par le joueur qui roule au panier. Donc, ça ouvre. C'est un choix du coach qui probablement a dû regarder les statistiques du numéro 17 et s'est dit, je m'en fous, lui, s'il en met un sur 4, ça me va. Et là, ces joueurs, ils ont, comment dirais-je, répondu à ce qu'ils ont probablement dû travailler. Même chose ici. Même chose ici. Choix, philosophie du coach, être ici. Bon, shoot ouvert. Peut-être que c'est permis. Hein. Voilà, très clairement, c'est très clair, c'est ouvert. Le poste 4 vient bumper. Donc, ça veut dire que lui, on le laisse. S'il y a panier, c'est pour moi. Voilà, ça, c'est la philosophie du coach. Et là, c'est 0 sur 2 pour le numéro 17. Encore une fois, ici, shoot permis. Vous avez vu, le poste 5 est très très bas du portel. Shoot ouvert, shoot permis, début de système, il reste 15 secondes, pas de problème. Sauf que derrière, le problème avec tous les joueurs qui veulent faire des rotations d'être positionnelles, bah, quand il y a un tir, il faut que tout le monde aille faire box-out. Et souvent, c'est le problème au pick and roll. Et ça, ce n'est pas comptabilisé dans les points qui sont marqués par le pick and roll. Encore une fois, poste 4 décide de défendre ici sur le poste 5 qui descend. Alors là, très belle attaque ici, puisqu'on est du 3 contre 2 à l'opposé. Passe, passe, extra passe. Alors le Portel, ils font du ice defense également. Il faut dire que c'est vrai que Bourg et le Portel, ce sont des équipes qui mixent un maximum de défense, pardon. Donc, vous voyez, toujours pareil, le fameux pick and roll côté. Là, c'est dommage. Le porteur de balle, c'est dommage. Il prend aucun risque. Il va pas vers la ligne de fond. Ce qui est dommage, il aurait dû aller vers le corner, vers le short corner, pour essayer d'étirer un peu les lignes défensives. Alors que là, il favorise, il s'arrête. Il s'arrête dans le dribble. Donc là, il n'y a pas de différence, quoi. Alors c'est vrai que le ice defense, ça oblige beaucoup, vous voyez, je vous l'ai mis là, ça oblige beaucoup le porteur de balle à prendre des initiatives. Des fois, il y a des joueurs qui n'aiment pas prendre des initiatives. Alors, vous voyez, là, il s'est mal passé, il s'est mal positionné, il passe en dessous. Heureusement, ça a été repris. Bon, là, c'est une très mauvaise défense. Voilà. Alors, une autre équipe aussi qui fait beaucoup de contain, avec Chicoco notamment, c'est le Valois-Boulogne. Alors, le Valois-Boulogne, c'est pareil, sauf que eux, un peu à l'image de Monaco, et ben eux, à l'opposé, ils mettent deux joueurs dans la raquette. Même rotation, le safety est sous le cercle. Exactement la même rotation. Alors, je ne vais pas vous mentir, les pick and roll, c'est souvent avec le poste 5. Là, en l'occurrence, c'est vrai que Chicoco, sur des pick and roll lancés comme celui-là, il est mis très en difficulté sur un joueur qui peut, qui peut aller très vite. Mais là où Chicoco est très fort, et c'est pour ça que il ne faut pas croire, c'est qu'il est très très fort dans le contre. Très très fort dans le contre. Donc il n'est pas très bon sur le pick and roll, mais derrière, il récupère bien le porteur de balle. Donc vous avez vu pareil ici, chez eux aussi. Bon, là, c'est un pick and roll ici avec un poste 3 qui des fois joue poste 4, Black Shield. Et ça, c'est un système qui est très, très, très compliqué à défendre quand c'est du contain defense. Très compliqué à défendre.
Top. La même chose, Yvan Février, contrôle le joueur qui roule. Contrôle le joueur qui roule. Donc, ça veut dire que le joueur dans l'axe est complètement ouvert. Encore une fois, c'est un choix délibéré et c'est la philosophie du coach défensif de laisser ce joueur shooter. C'est très clairement explicite là-dessus. Là, la même chose. Bah, mauvaise lecture, malheureusement, mauvaise lecture du porteur de balle parce qu'il aurait dû directement passer la balle dans le corner ici, sur Bégarin. Alors, on en arrive, vous voyez, c'est une des rares équipes qui fait du edge, d'accord? Et c'est avec Yarou, parce que Yarou est un très fort joueur sur le pick and roll edge, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire. Donc, vous avez vu, il est très au contact de son joueur, très au contact de son joueur. Et il montre déjà, alors il y a beaucoup de joueurs comme ça, qui anticipent énormément le pick and roll. Il anticipe. Vous voyez, là, il n'y a pas eu de pick and roll, et Yarou est déjà sorti. Donc, on pourrait imaginer que Joe Passave du Tay, Split parte directement et qu'on lui donne une petite passe au-dessus de la tête. Et comme ça, il sera à 4 contre 3. Le porteur de balle a décidé de jouer le pick. Il n'y a pas eu de connexion, ce qu'on appelle la ice connection avec son joueur 5, où il pourrait lui faire « Allez, pars, split !» lui donner un message. Et on voit qu'Yarou, il sort sur un appui et là, il fait faute. Alors, encore une fois, vous ne verrez pas Shikoko faire du edge. Le choix du coach est très clair. Quand c'est Shikoko, c'est du contain defense. Quand c'est Yarou, on fait du edge. Donc, à vous, coach, de vous préparer en fonction de ça, évidemment. Et c'est à ça que sert le scouting vidéo. Bon, il me fait mentir, évidemment. C'est très rare. C'est très rare. Pourquoi? Regardez pourquoi. Parce que derrière, voilà. Alors ça, c'est souvent, quand on est coach, souvent, quand l'équipe défend pas bien sur les contains, défend pas bien sur les ice, mais pas d'agressivité et pas réveillé. Je sais que pour ce match, c'était le cas. Chalon-Reims a été devant. Je ne sais plus s'ils ont gagné, mais ils étaient devant. Et là, temps mort. Et là, le coach dit, bon, allez, maintenant, c'est terminé. Tout le monde sort. On fait ice. On fait du hard edge. Limite trap. Tout le monde sort. Vous allez mettre de l'agressivité. Maintenant, il y en a marre parce que vous roupillez. Bon, peut-être que ça a été le cas ici. N'empêche que Chikoko ne sort pas bien. Donc, Moore réattaque ici. Et alors, il y a un parfait écran, ce que je vous disais tout à l'heure, dans une autre attaque, une autre structure d'attaque. Parfait écran ici pour libérer Shilb corner. Donc là, c'est une très bonne attaque. Donc, vous voyez, il y a quand même une volonté de fermer la raquette. Je crois que ce qu'on peut dire par rapport à tout ça, c'est que le facteur commun de la défense contain defense, par exemple, c'est vraiment de fermer la raquette. Et malheureusement, ou c'est la philosophie, mais de laisser des tirs ouverts à l'extérieur, d'accepter que de temps en temps, l'équipe adverse puisse marquer, comme là, par exemple. Vous voyez encore Yarou qui sort très loin, mais ils n'en ont pas profité. On va terminer très rapidement avec la défense. Que se passe-t-il? Voilà, la défense du Mans, ici. Voilà. Vous allez voir, pourquoi je vous ai mis des défenses voilà, les unes derrière les autres, c'est pour vous montrer que finalement, au final, la philosophie est la même. Hein. Regardez les aides positionnelles ici, du poste 4 qui est dans la raquette, le safety goalkeeper. Bon, en réalité, voilà ce que les équipes acceptent, ce genre de tir. Voilà ce que les équipes. Voilà, ici, il y a du bump. Hein. Encore une fois, à mon avis, c'est parce qu'il n'y a pas un spacing qui est assez net avec le poste 4. Donc, ça donne à Tarpey la possibilité de pouvoir venir bumper. Si Tarpey avait été plus loin à défendre sur le poste 4, est-ce qu'il serait venu? Et donc, vous voyez que le facteur commun un peu de ces défenses, c'est
c'est de tolérer, on ne va pas dire accepter, on va dire c'est de tolérer les tirs à 2 points et éventuellement certains tirs à 3 points. Et là, par exemple, le coach doit être dingue parce qu'il ne peut pas marquer dans la raquette. Voilà. On tolère ce type de tir. Alors, sur des shooters, c'est un peu bizarre, mais voilà, parce que lui, il est référencé gros shooter. Donc, des fois, c'est des choix pas forcément payants. Alors, bah oui, le meilleur défenseur de pick and roll aujourd'hui, c'est Jacques Alinguet, ici au Mans. Bah oui, lui, quand il sort, il fait un vrai edge et il vous amène où il veut. C'est-à-dire que s'il veut vous amener au bout du terrain, il vous amène au bout du terrain. Il est vraiment très, très fort. Après, derrière, c'est une question d'organisation. Quand vous savez que vous allez faire sortir votre 5 avec votre 1, et ben derrière, il faut être organisé. Et là, il y a une très belle organisation du Mans, très, très belle organisation du Mans, avec Tarpey qui sort complètement. Bon, la balle est interceptée parce que, comme je vous ai dit, il y a une superbe trappe qui est effectuée. Mais si vous voyez, regardez la position. Ils sont prêts. Ça y est, les 3 derrière, ils sont en triangle, ils forment un triangle et ils sont prêts. Donc, vous voyez que la prise en charge du roller, elle n'est pas du tout pour ici le goalkeeper, mais alors absolument pas, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est de couper cette passe. Et le goalkeeper et le safety, c'est de venir sur le roller. Ça veut dire quoi en quelque sorte? Ça veut dire que la passe la plus compliquée, c'est celle qui est complètement à l'opposé. C'est celle-là. Et si jamais ils arrivent à la faire, bah déjà, c'est pas bon parce que je vous rappelle que sur tout type d'écran agressif, il faut utiliser les mains, les bras, un maximum autant que les jambes, évidemment. Et que si on se donne la chance de vouloir intercepter cette passe, c'est-à-dire qu'on lui coupe la place la plus proche sur la trappe, c'est-à-dire il y a celle-là ici, dans le corner, bien sûr, il y a celle-là dans le on top, là, ici, au milieu. Donc la passe la plus compliquée, ça va être celle-là. Et ça nous laisse la possibilité de revenir sur un close-out et de faire d'autres rotations derrière. Mais là, cette trappe, elle a été magnifique. Encore une fois ici, regardez comment sort Jacques Alinguet, c'est à montrer dans toutes les écoles. Et donc le porteur de balle est en difficulté. Et encore un ballon gagné. Derrière. Voilà, l'organisation ici. Bon, là, elle est moins bien faite. Il y a limite faute. Limite faute. Peut-être que ce joueur-là doit être un peu plus ici. Vous voyez, mauvaise communication à mon avis. C'est-à-dire que lui peut rentrer un peu plus dans la raquette, lui peut rentrer un peu plus près de son joueur, puisque la passe la plus facile, les 2 passes les plus faciles sont celles-là. Bon, on ne va pas considérer que celle-là soit vraiment trop facile, mais quand même, vu le positionnement du numéro 20, on peut considérer qu'elle est facile. Toujours avec Alinguet. Ici, alors là, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi Ito ne va pas à la trappe. Bon, mais il n'empêche que derrière, il y a toute une organisation défensive derrière pour laisser cette passe corner qui est la plus compliquée puisque le porteur de balle a arrêté son dribble, couper la première passe qui est la plus facile et couper la deuxième passe ici. Donc les 2 passes côté ballon, elles sont clairement coupées, défendues. Alors, c'est pas Alinguet là, hein, comme vous pouvez le voir. Là, c'est sortir sur un appui. Et c'est la pire des défenses sur le edge, sortir sur un appui quand en plus de ça, on a son joueur qui n'est pas revenu et qui passe au-dessus. Et là, très clairement, Tarpey a vu, a anticipé, a fermé dans la raquette. Bon, bah, il y a une passe qui est complètement ouverte ici, ou alors il y a un petit flotteur à faire. Shoot toléré. Alors, voilà, pas forcément très très bonne défense ici, parce qu'on aurait pu prendre un risque. Lui aurait pu prendre un risque de monter beaucoup plus vite pour que lui redescende. Et là, ils ne sont pas trop dans les rotations. Voilà, regardez la qualité de la trappe encore une fois. Et là, par contre, il fallait couper cette passe qui était la passe la plus facile. Voilà, parce que derrière, ça donne trop de possibilités. Après, on est trop découvert. Et là, on est à 4 contre 3, c'est compliqué. Bon, je vais peut-être passer. Là, il n'y a rien de. C'est un peu les mêmes actions, mais je vois que le temps passe vite. C'est un peu les mêmes actions. Alors, un autre type de défense, c'est le pick and roll defense. Et c'est une équipe que j'oubliais, Orléans. C'est une équipe qui défend très très bien sur les pick and roll.
et qui a tout un panel défensif. Ils utilisent beaucoup de défense lors d'un match, notamment cette défense-là qu'on n'a pas encore vue dans d'autres équipes. C'est le switch. C'est le switch. Alors, vous avez des équipes qui défendent le switch comme ça, pick and roll 1-5, triple switch. Boum, avec le safety qui vient prendre en charge et un triple switch. Donc là, dans ces exemples, il y a triple switch et double switch. Donc là, poste 5 et poste 3-4, pas de besoin de triple switch. Et donc là, voilà, c'est une défense qui accepte ce genre de tir. Voilà, triple switch ici. Meneur de jeu, hop, bah oui, triple switch parce qu'ils sont à 3 du même côté. Donc c'est très très facile. Et là, ça laisse l'initiative au porteur de balle d'essayer de jouer une mismatch contre un poste 5. Alors ça gêne un peu le collectif. Bon voilà, maintenant il reste 8 secondes au compteur. Et c'est un joueur qui est capable de le faire, donc ce n'est pas gênant pour le coach. Voilà, double switch ici, entre deux postes 4, ou deux postes 3. Donc, pas gênant. Et ici, voilà, derrière, on vient fermer la raquette, on est actif sur les bras et on pique un ballon. Donc ça, c'est Orléans qui propose cette défense. Alors là, comme vous pouvez les voir, il y a plusieurs imperfections, mais bon, ça arrive. Ici, il y a un switch. Donc normalement, le meneur de jeu, il peut jouer sur la mismatch 5-1. Bien évidemment, on peut imaginer qu'il y aura une trappe derrière, mais au moins, il peut essayer de la voir. Bon, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait vivre la balle. Le ballon lui revient. Flo Pietrus, avec toute sa générosité, va aider, va fermer dans la raquette. Là, le tir est ouvert. C'est une bonne action. Encore une fois, il y a une mismatch intérieure, mais Mutualé défend vraiment très très bien cette mismatch malgré tout parce qu'il passe ici devant. On pourrait imaginer une collaboration en attaque sur la montée du joueur numéro 10 ici au poste, une passe pour lui qui pourrait éventuellement faire une passe lobée pour le poste 5. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais vous voyez derrière, ce n'est pas gênant pour ce type de joueur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, c'est-à-dire au edge, à la trappe, au hard edge, à l'agressivité sur le pic? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au triple switch ou au switch simple? Parce que là, on va arriver sur la fin de l'exposé, et notamment sur l'innovation que font les Espagnols et notamment l'équipe Tenerife sur la next defense. Alors, il n'y a pas de questions spécifiques, il y a des questions générales qu'on pourra traiter après. D'accord. Après. Ok, très bien. Parfait. Donc là, moi, je voulais vous alerter. Beaucoup de coachs connaissent, mais beaucoup d'autres ne connaissent pas. Donc, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue sur les Coupes d'Europe. Et c'est ça qui est formidable quand on a la chance de jouer des Coupes d'Europe avec son équipe, c'est qu'on partage beaucoup avec les autres entraîneurs étrangers. Et donc, notamment, lorsque j'ai dû scouter l'équipe de Tenerife la saison dernière, eh bien, j'ai découvert cette défense, donc qu'ils appellent la Next Defense, d'accord. Donc je vous ai mis un petit schéma. La Next Defense, c'est donc une défense plus quand le pick and roll est à 45 degrés et quand on est plutôt dans une configuration telle que je vous l'ai mise là. Donc voilà, c'est l'utilisation du pick and roll, mais en réalité, on peut l'utiliser et on l'utilise souvent quand on a un poste 5 qui est vraiment pas très physique, c'est-à-dire que chez eux, leur poste 5, ils mesurent 2m13, 2m14, 2m15, ce qui est complètement différent de nos postes 5 à nous. Nos postes 5, effectivement, si, on en a quelques-uns dans le championnat. Je pense à, bien sûr, Lasvel, je pense à Monaco avec Kikanovic, nous également avec Ndoye. Et puis d'autres équipes en championnat de France pourraient également le faire. Mais c'est vraiment une défense qui se fait avec des très très grands. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, lors du pick and roll ici, l'organisation est telle que le joueur, j'ai mis un joueur 4, parce que ça me paraît être la situation la plus basique, mais bien sûr ça peut être un 3, ça peut être un 2, il n'y a aucun problème. Et en réalité, celui qui va jouer le rôle du numéro 5, en réalité c'est le joueur qui est ici.
qui est dans cet espace. Donc, c'est lui qui va sortir à la gorge du 1. C'est lui qui va aller l'agresser. Pendant ce temps-là, le joueur 5 reste au contact de son joueur. Le joueur numéro 1 ici ne cherche pas à aller au-dessus. Directement, il part en dessous. Et en fait, comme c'est le safety ici qui va remplacer le défenseur numéro 4, le X4, ici, bah bien évidemment, ça laisse un espace ici. Donc le 1, le rôle du 1, à partir du moment où il va entendre Next, next, son joueur va annoncer next, il ne va même pas chercher à surpasser l'écran. Son seul rôle, son seul objectif et unique objectif, c'est de sprinter à l'opposé sur le poste 2. Alors bien évidemment, j'ai ça en image. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, ici, pick and roll. Bon, il est pris un peu tard. Voilà, ici, sur de la transition, pick and roll. Bon, il ne le pose même pas. Mais en fait, comme c'est déjà annoncé, ils sont déjà dans la rotation. Et vous vous apercevez, bon, ici, ce n'est pas un poste 4, c'est même en l'occurrence un poste 2-1. C'est lui qui va venir sur le poste 1. C'est lui ici qui va venir sur le poste 2 et qui va jouer un peu l'image du goal, du gardien de but, du hand, qui va se mettre entre les deux. J'ai d'autres extraits. Hein. Voilà, pique ici, voilà, c'est mieux ici. Tout de suite, ce même joueur va décrocher. Et en fait, la rotation, lui serait venu couper la passe s'il avait eu la balle, s'il avait reçu le ballon, si un dribble passe, il avait reçu la balle, il serait allé se coller à ce joueur-là, et ils auraient tout décalé dans ce sens-là. Bon, là, dans cette structure-là, lui serait venu et lui serait allé à l'intérieur. En l'occurrence, il reprend le joueur. Regardez bien. Ah, là, c'est intéressant. Ici, on a un poste 3. Donc, c'est lui qui va prendre en charge le porteur de balle, qui était dans l'agressivité vers le panier. Le poste 1, comme il a vu que son camarade n'avait pas sprinté pour couper cette passe, il n'y avait pas la peine puisque le porteur de balle avait gardé le ballon, et bien en fait, il change, il prend son joueur. Même chose ici, le 33 va prendre en charge le tir de ce joueur-là. Et là, pour le box-out, pas de problème, je récupère mon joueur. Même chose ici, numéro 21, pick and roll. Là, on va bien le voir sur cette action, parce que c'est un poste 4. C'est lui qui intervient. Vous avez vu le numéro 5 ? Numéro 5, il est soit proche de son joueur, soit il est déjà dans la raquette. C'est-à-dire qu'il ne monte même pas. Il reste en aide positionnelle dans la raquette. Il n'a pas l'effort d'aller au-dessus de la ligne à 3 points. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, le joueur 45 degrés, c'est lui qui va intervenir. Et pendant quelques instants, le safety va avoir 2 joueurs à gérer. Et vous avez vu, hop, il est revenu sur son joueur. Trop tard, mais il est revenu. Alors, l'inconvénient, bien évidemment, quand l'équipe ont travaillé sur cette forme de jeu, c'est ce fameux corner côté ballon. Si le revers de la médaille, en fait, lui ici, ce joueur-là, il est trop bas. Il est beaucoup trop bas. Ce qui fait que quand lui reçoit le ballon, ça y est, c'est fini, c'est trop tard. Il a montré son intention de venir défendre sur la balle. Non, c'est trop tard. Encore une fois. Hop, voilà, carrément, il a anticipé, il est venu ici, lui est venu ici. Et vous avez vu, le joueur dont je vous ai parlé tout à l'heure, sprint, et va venir ici sur ce joueur-là. Clique ici, sprint, c'est moi qui prends en charge le porteur ici. Moi, je suis un petit peu entre les deux. Vous voyez, j'essaye, vous avez vu, il ne défend pas le dribble, là, il essaie de défendre la passe. Et je reviens sur mon joueur. Utilisation du close-out, très efficace. Alors, voilà. Wow, je ne sais plus où j'en suis.
Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Donc là, ils sont en noir. Les jaunes, c'est au stand. Et en fait, voilà, pendant le pick and roll ici, je me ralentis. Pendant le pick and roll ici, vous voyez que le numéro 11 va prendre en charge la balle. Et vous avez vu que le meneur de jeu, il ne s'embête pas. Hein, il passe directement en dessous. C'est plus son joueur, le porteur de balle, n'est plus son problème. Et vous avez le numéro 10 ici, qui joue le goalkeeper, qui est prêt à intervenir. Et là, c'est vraiment une bonne aide. Une très bonne aide positionnelle. Et vous avez vu que lui, voilà, hop, lui, il récupère le joueur qui est corner. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous montrer. Donc, j'ai trouvé que c'était une défense. J'imagine que ça, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, en France, on ne l'a jamais vu, ce type de défense. C'est vrai que je pense que ça pourrait être intéressant. Après, peut-être que certains coachs, tout simplement, ne la maîtrisent pas. Et quand on ne maîtrise pas quelque chose, il vaut mieux faire ce que l'on maîtrise, évidemment. Mais je pense que c'est très intéressant parce que justement, c'est innovant. C'est très intéressant parce que ça protège notre poste 5. Il n'est pas sur du contrôle, il doit quand même bouger. Il n'est pas sur du ice, il doit quand même monter. Lui, il peut carrément rester dans la raquette, donc fermer complètement la raquette. Et puis, au niveau des interceptions, j'en parlais avec Laou, il me disait que lui fait énormément d'interceptions. Si par chance, vous avez un joueur qui est très dans l'anticipation, qui est très dans l'explosivité, dans le coup de rein, pour venir couper la passe de l'aide en quelque sorte, et bien là, ça vous offre plein d'interceptions et plein de paniers faciles. Les statistiques, pour terminer, que je vous ai mises en place, sont les statistiques sur la défense des pick and roll sur la Jeep Elite. En termes de défense, c'est que par exemple, pour Strasbourg, de moyenne, ils ont à défendre sur le porteur de balle 11 pick and roll de moyenne. Donc en fait, c'est à peu près dans leur jeu 44%. Mais ils encaissent sur le porteur de balle 19% des points. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je faisais mon introduction. Le rapport rouge, c'est le rapport de nombre de points, de pourcentage que vous encaissez. Voilà. Donc, vous voyez que sur les porteurs de balles, la meilleure équipe, c'est Orléans. C'est Orléans qui défend extrêmement bien et qui, sur donc le porteur de balle, encore une fois, ce n'est pas forcément sur des pick and roll d'entrée. Hein. C'est sur la finalité, c'est sur l'action du porteur de balle qui va faire le pick and roll pour aller scorer. C'est lui et uniquement lui, ce n'est pas sur une passe décisive. Vous avez de l'autre côté sur les rollers, donc les big men qui posent leur écran, qui roulent au cercle, à qui on donne la balle et qui vont scorer. Donc, vous voyez que ce n'est pas beaucoup de points. C'est pas beaucoup de points, qu'on n'utilise pas forcément ce pick and roll pour donner aux grands. Ça nous arrive, mais en général, quand on donne aux grands, c'est souvent quand il y a une grosse erreur défensive. Il y a une énorme erreur du safety, du goalkeeper, il y a une erreur de communication, et là, il y a notre grand qui se retrouve tout seul. Donc à ce moment-là, le joueur a la balle et il dunk, carrément. Ou alors, ça peut être éventuellement sur du jeu à deux avec un alley-oop pour aller dunker. Bon, voilà, ce type de jeu. Et la meilleure équipe qui défend ça, c'est Bourg. Et je vous ai mis la même chose de l'autre côté. En attaque, les équipes qui jouent le plus de pick and roll, et qui scorent le plus avec le porteur de balle. Donc vous avez vu que pour nous, ça représente quand même 20% de nos points. Et on est quand même loin derrière la deuxième équipe qui en utilise le plus en isolation avec un porteur de balle. On est carrément à 13 pick and roll joués par match. De l'autre côté, la même chose avec les joueurs intérieurs qui roulent et qui scorent. Donc Dijon est la première équipe. Leur joueur intérieur marque le plus de paniers sur pick and roll. Voilà. Pour terminer, les différentes équipes proposent des défenses spéciales. Vous avez Bourg-en-Bresse, donc avec le panel de défense que je vous ai montré tout à l'heure, sur du contain, sur du ice, et ben, ils sont capables aussi de faire de la presse comme ça ici, 2-2-1. Donc, c'est une équipe redoutable avec ça. Donc, vous voyez, c'est pas pour aller trapper, c'est juste pour ralentir la mise en place
derrière. Donc, il n'y a pas. Tu as arrêté ton partage. Ouais. Le truc, c'est que je vais le refaire, désolé, ça s'est éteint. Euh, donc, par rapport à ce type d'équipe, il n'y en a pas beaucoup. Je recherche mon document. Il n'y en a pas beaucoup qui font ce type de défense. Il n'y a pas tant que ça d'équipes. On peut dire que c'est souvent les équipes qui font ça stratégiquement quand elles sont en fin de match et qu'elles ont un déficit de score, on va dire, dans le dernier quart-temps. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça dès le début. Donc ça, j'ai remarqué que les équipes qui font ça sont souvent, c'est pas stratégique, c'est pas genre, allez, on va faire ça à tel moment d'un match ou ça, etc. Sauf quelques équipes, pas en majorité, qui arrivent à faire ça après des lancers francs, par exemple. Après des lancers francs, c'est très clairement, au bout je sais pas moi, de 5 fautes d'équipe, au bout de 5 minutes de jeu, bing, vous avez, comment dirais-je, l'équipe a 2 lancers francs, paf, elle fait une zone presse. Mais quand je fais le scouting, c'est pas systématique. C'est pas on va jouer Bourg, ils font tout le temps de la zone. Non, parce que je pense qu'eux aussi, ils choisissent leurs équipes. Donc, mais il faut quand même s'y préparer. Là, j'essaie de relancer, en même temps que je vous parle, j'essaie de relancer mon- mon- mes vidéos. Hein. Donc voilà, vous avez Monaco qui fait ça, plus sur de l'homme à homme. Alors voilà, je l'ai relancé. Tac, tac, tac. Donc plus Monaco, c'est plus sur de l'homme à homme. Je vais vous Ah, montrer ça. ouais. Tac. Alors, est-ce que ça va partir? Bing. Il faut que tu refasses ton partage, Franck. Ouais, 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 ouais. Alors, partage. Non, c'est pas ça que je veux partager. Tac. Vous voyez là ou pas du tout? Ou il n'y a rien? Il n'y a rien Là, du on voit ton Finder, tout. ton bureau. D'accord. Voilà, me revoilà. Voilà, c'est bon. Voilà, super. Donc, ce que je disais, c'est que euh, donc voilà, je finis avec Bourg. Bourg, on peut considérer que c'est une équipe qui le fait très souvent. Voilà. On peut considérer que c'est une équipe qui le fait très souvent. Voilà. Donc, vous voyez, juste pour faire ralentir, voilà, juste l'objectif, c'est de ralentir l'attaque. Et vous voyez qu'ils le font très souvent. Pourquoi? Là, ils sont au premier quart-temps, ils l'ont déjà mis en place. Donc, ça fait vraiment partie intégrante de leur défense. Voilà. Vous voyez, vous montez la balle, porteur de balle, comme ça, il n'y a pas de contre-attaque, sauf que là, c'est mal positionné et il y a un dunk dans la raquette. Bon, là maintenant, vous avez Monaco. Monaco, eux, c'est de l'homme à homme tout terrain. Mais regardez, à partir du moment où vous passez le demi-terrain, ils vous trappent. Donc là, ils le font aussi sur tout terrain. Regardez bien. Ils prennent en charge tout terrain et le joueur le plus près, c'est-à-dire c'est lui ici, et hop, il est parti et il trappe. Et il laisse la passe là-bas la plus longue. Alors nous, ils l'ont fait, ça nous a vraiment surpris. On n'était pas prêts parce qu'en fait, on était une des premières équipes à les jouer. Regardez, hop. Et ça, c'est une excellente, enfin, c'est une défense qui peut vraiment, vraiment, vraiment gêner. Vous voyez, sur une simple remise en jeu, tout le monde s'en va, ils attendent, ok. Et le joueur le plus près décroche. Et après, il rentre dans des rotations. Alors ça, par exemple, je vous le dis tout de suite, hein, il n'y a que Monaco qui le fait en Jeep Elite. Ce type de défense-là, où ils vont décrocher, là, voilà, par exemple, ici, il n'y a que qui le font. Et puis, vous avez tout ce qui est match-up defense. Alors, Coach Girard est un adepte de cette défense. Voilà, c'est sans arrêt des changements de défense. Vous avez Bourg-en-Bresse qui le fait aussi, qui le fait beaucoup d'ailleurs, de suite après leur presse. Et là, vous voyez, alors on ne peut pas vraiment définir
des rotations. Bon, on essaye de voir qui coupe ligne de fond, on essaie de voir sur les coupés, on essaie de voir. Mais en fait, ils switchent surtout. En gros, c'est ce qu'il faut se dire. Ils switchent surtout. Vous voyez, là, il y a eu un pick and roll, ils switchent. Le grand derrière est censé sortir. Voilà. Et ça, c'est une équipe qui, le Portel est connu pour le faire de tout temps. Vous voyez, là, il y a eu un écran, ils ne sont pas sortis. C'est une très bonne attaque d'ailleurs contre une attaque de match-up defense. Voilà, donc ça c'est ciblé sur allez, 2-3 équipes qui le font. Et on le sait, donc on le prépare. Donc pour, pour répondre à la question de l'éminent coach Sylvain Mousseau, quand il y a des défenses spéciales de ce type-là, à ce moment-là, on prend plus de temps pour le travailler. Parce que ça peut vraiment emmerder une attaque, par exemple, si on n'est pas préparé. Et comme ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps, par exemple en Coupe d'Europe, très sincèrement, je vois rarement des match-up defense. Très, très, très rarement. Mais quand je vous dis très, très rarement, ça veut dire qu'on peut faire une première phase sans en voir du tout et une équipe en faire de temps en temps. Mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Donc là, c'est l'équipe de Bourg. Comme vous le voyez, ils switchent surtout. Et donc, ce type de défense favorise le fait de ne plus rentrer dans un passing game, d'être dans le questionnement, c'est une zone, c'est no man, qu'est-ce qu'ils font. Bon, il y a des équipes, au bout de 2 passes, elles passent en no man, par exemple. Je ne citerai pas de nom. Bon, voilà, c'est une organisation très spécifique, encore une fois, à chacun des coachs. Vous voyez, là, ça switch, là, le grand sort. Voilà, on se repasse les joueurs. On passe les joueurs, en fait. Donc, c'est du switch à 5. Et pour terminer, c'est mon dernier extrait, pour terminer. Orléans est une équipe où on voit vraiment qu'ils travaillent défensivement, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de scouting. Tout à l'heure, vous l'avez vu, ils font du edge, du contrôle, ils font un peu de ice. Et ben là, ils sont adaptés contre, par exemple, Levallois, Boulogne-Levallois, pour aller trapper à chaque fois sur Shikoku. Alors, bien évidemment, je n'ai pas mis Dijon, parce que Dijon, la trappe, c'est systématique, c'est-à-dire c'est leur ADN. Donc, ce n'est pas une défense spéciale pour eux. Dijon, la défense spéciale, ce serait d'être une défense tout à fait normale, sans trappe, on va dire, avec des rotations, goalkeeper, safety, etc., même s'ils sont capables de le faire. Donc, je vous ai juste mis ce qui se fait exceptionnellement. C'est-à-dire que là, par exemple, on pourrait demander à Thomas et à Germain, mais très clairement, quand ils ont joué Boulogne-le-Valois, ils ont défini que sur le poste 5, ils allaient se faire impacter, ils allaient se faire attaquer, et donc ils ont défini une stratégie sur la trappe. Donc c'est une défense aussi spéciale. Voilà, Karim, moi j'en ai fini. D'accord. On va passer Ouais, aux questions. bien sûr. Alors, je vais reprendre dans l'ordre. J'avais une question assez intéressante. Euh, Vu l'évolution du jeu avec le nombre de tirs à 3 points, est-ce qu'il ne serait pas plutôt intéressant sur les pick and roll de faire l'inverse, de peut-être laisser un peu plus les grands recevoir la balle et forcer les grands à… C'est-à-dire recevoir la balle dans la raquette, en fait. C'est ça, enfin, Si je comprends bien, c'est une question ouais. d'Alexandre, si tu peux préciser. Bah, bon, déjà dans toutes les défenses que je vous ai montrées là ce matin, euh, il faut bien se dire elle est adaptée à l'équipe que l'on rencontre. Euh, Faire du contrôle sur des shooters à 3 points, moi je dis que c'est suicidaire parce que même si c'est un pick and roll d'entrée, si c'est un gros shooter à 3 points, il aura la liberté de prendre le tir. On ne peut pas interdire un shooter à 3 points de dire attention, si c'est un pick and roll d'entrée, ne prends pas le tir. Au contraire. Mais c'est aussi le pari que fait l'équipe adverse. En se disant, ah bah ouais, eux, alors ils rentrent un dribble, un tir, un dribble, un tir. C'est quelque chose, c'est une évolution de la pensée, de notre pensée, nous, à Nanterre, où on était évidemment sur du passing game, on était sur du jeu léché, sur des coupés, sur des main à main, sur des choses comme ça. Mais quand vous avez ce type de joueurs chez vous, pourquoi vous essayez de les faire jouer différemment? Et c'est la question que nous, on s'est posée. Kenny Sherry et Dallas Moore,
c'est pas forcément des grands joueurs de passing game, mais même, quand je dis des grands, c'est des bons joueurs de passing game. Sauf que s'ils sont que sur du passing game, ils ne sont plus dans leur qualité première, qui est l'adresse à 3 points. Donc, pourquoi leur dire tu prends un pic si tu es ouvert? Non, si c'est le premier, tu ne prends pas le tir. Mais là, on va les dérégler, les joueurs. Ils ne sauront plus quand est-ce qu'il faut prendre le tir. Donc, moi, je dis que chaque défense doit s'adapter. Qui utilise le pick and roll en face? Qui l'utilise le plus? Sur les 19% que je vous ai montrés, donc une équipe qui, Strasbourg, ils sont attaqués sur du pick and roll. Qui utilise le pick and roll le plus souvent? C'est un meneur qui fait quoi? C'est un meneur qui shoot? C'est un meneur qui drive, qui est dans l'agressivité? Eh bien, quelle défense de pick and roll je vais utiliser? Je vais même aller plus loin. C'est une philosophie. Qui utilise le pick and roll? C'est un shooter? C'est 2 shooters? Je vais faire ça. C'est des mecs qui sont dans l'agressivité? Je vais faire ça. Ça, c'est concernant les, comment dirais-je, les porteurs de drive, les porteurs de ballon, pardon, ceux qui vont être dans l'action. Maintenant, on va parler des grands qui roulent. Vous avez beaucoup de postes 5, vous en avez pas mal, qui sont capables de shooter à une distance de ligne des lancers francs. Si on est dans le short roll, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le joueur shooter ou on ne le laisse pas? Voilà, donc peut-être pour répondre à la question, tir à 3 points, non, pas de tir à 3 points. Lui, il est référencé shooter, pas de tir à 3 points. Tir à 2 points, high post, par un poste 5, oui, toléré. OK. Comme ça, on ne fait pas décrocher les autres, c'est toléré. C'est toléré. Ils n'ont pas assez, les postes 5, souvent, quand ils ont fait le short roll, ce n'est pas des joueurs qui sont capables de driver vite, peut-être, ou ils sont un peu embêtés dans cette zone. Ce n'est pas leur zone de confort. Et bien à ce moment-là, je leur laisse l'entière responsabilité de ce qu'ils vont faire. Tant pis, s'ils vont faire un flotteur une fois, et ben on laisse. Il y a des postes 5 à ce niveau-là qui sont très forts sur le transfert de balles. Donc ça veut dire que si je fais décrocher mon safety, ils sont dans une position où ils peuvent faire une passe décisive à un shooter à 3 points. Donc je vais leur laisser la possibilité de shooter. Par contre, un shooter, un poste 5 qui roule dans ma raquette, comme ils le font parfaitement à Dijon, quelqu'un qui ferait un pick ici, un pick ici, un pick and roll, qui roulerait comme ça, je ne peux pas me permettre de le laisser parce que là, c'est un lay-oop et c'est un dunk à chaque fois. Donc, si le coach adverse, il voit que 2-3 fois cette forme de jeu, elle marche, il va faire que ça toute la soirée. Donc, je vais être obligé, même si j'ai un shooter ici à 3 points, j'ai un shooter ici, je vais quand même être obligé de venir bumper quand lui va rouler ici. Et puis, sur le transfert, ça va être un petit bump et repartir, par exemple. Ou ça va être une aide positionnelle et repartir sans toucher. Ça peut être un compromis comme ça. On a encore le temps pour 2 autres questions. Ouais. Il y a peu de edge en Jeep Elite. Pourquoi? Moi, je pense que c'est très clairement, c'est par rapport au poste 5 que nous avons. Quand on fait du edge, on lance notre poste 5 à l'aventure. On le lance dans la nature. C'est-à-dire que, il peut faire des fautes. Et on n'a pas, dans certaines équipes, on n'a pas 2 postes 5 très efficients. Enfin, je veux dire, qui sont d'un très très haut niveau non plus. Donc, on cherche avant tout à protéger son joueur intérieur. Pourquoi? Parce que de l'autre côté du terrain, on va en avoir besoin pour quoi faire? Pour poser des vrais écrans. Et c'est la base. Un poste 5 qui pose des bons écrans, c'est la base. C'est la base. Pourquoi? Parce que derrière, peut-être qu'il marquera, mais sur un rebond off. Parce qu'il y aura eu tellement de rotation à cause de cet écran bien posé, où les joueurs vont essayer de combler les décalages. Mais quand il va y avoir un tir, le poste 5, il va se balader dans la raquette, et il aura peut-être un poste 2 qui va essayer de lui faire un box-out. Pas de problème. Et en réalité, c'est là où ils marquent le plus, les postes 5. Donc, on en a besoin de l'autre côté du terrain pour accélérer, pour sprinter, pour aller poser un pick and roll à 45, un autre pick and roll à 45, un dernier pick and roll dans l'axe. Donc, on a besoin qu'ils soient sur le terrain et qu'ils soient en forme de l'autre côté. Bon, enfin, c'est notre philosophie. Donc, ça veut dire qu'on cherche plus, et je pense qu'il faudrait poser la question à mes collègues, mais je pense qu'on cherche plus à les protéger qu'autre chose, et en fait, à nous servir de leur envergure dans la raquette.
dans la raquette pour gêner des tirs, pour être en aide positionnelle et donc gêner des intervalles, et surtout pour prendre les rebonds def aussi. Pourquoi? Parce que si vous faites sortir un poste 5 et qu'il y a un transfert qui se fait, s'il y a un tir à 3 points, son poste 5 va rouler. Ce que je vous disais en attaque, c'est la même chose en défense. C'est que le poste 5, le temps de revenir dans la raquette, eh ben, son vis-à-vis va prendre le rebond off. Il va avoir la chance de prendre le rebond off. Donc, c'est la raison pour laquelle il me semble qu'on ne demande pas ça. Et les seules équipes qui demandent ça, les seules équipes, c'est Le Mans, Alinguet, numéro 1 des numéros 1, le meilleur en France là-dessus. Chassang qui défend extrêmement bien le hard edge, le edge, la trappe qui est excellent là-dessus. Yarou qui est très très bon là-dessus aussi. Après, je ne les ai pas en tête, mais ça c'est le top 3. Ça c'est le top 3. Et puis après, comme je vous dis, ces mecs-là, le fait de sortir, eh ben, c'est des garçons qui reviennent très vite. Et c'est ce qu'on demande aussi au poste 5. Le pauvre, de sortir. Donc, la plupart du temps, il va se retrouver à 2 mètres derrière la ligne à 3 points, la plupart du temps, si on lui demande de sortir, ou à 1 mètre de la ligne à 3 points. Mais ce n'est pas tout. C'est que derrière, il doit se taper un sprint pour revenir. Donc, c'est très impactant physiquement. Pour moi, voilà l'explication du fait de ne pas trop utiliser le edge. On peut l'utiliser, mais spécifiquement éventuellement sur des porteurs de balles qui ne seraient pas très à l'aise sur ce type de défense. Alors à ce moment-là, on peut y aller. Et puis dernière chose, si jamais, vous imaginez les retombées, si vous faites mal le hard edge, le edge, alors vous envoyez votre gros très très loin, le petit meneur de jeu, il split, il passe au milieu, et alors après, c'est du 4 contre 3, quoi. Là, c'est fini, c'est terminé. Vous ne pouvez plus revenir, c'est terminé, c'est fini. C'est panier à coup sûr ou faute. D'accord. La dernière question, c'est, bon, tu n'en as pas parlé, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est beaucoup rencontré en JP League. Comment, est-ce qu'il y a des tendances sur ce qu'on appelle les Spain pick and roll? Est-ce qu'il y a des tendances défensives sur cette action de Spain pick and roll avec le back pick qui est fait pour le poseur d'écran? Tout à fait. Alors là, effectivement, c'est vrai, en plus, c'est des défenses spéciales, c'est vrai. Le fameux pick the picker, effectivement, il est arrivé dans notre championnat il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Moi, je me souviens, le premier qui avait fait ça, c'était Philippe Hervé, avec Orléans, mais ça remonte il y a un bout de temps. Il avait sorti les pick the picker plutôt à 45 degrés, pas trop dans l'axe. Donc, comme il y avait une équipe comme ça, bon, voilà. Et puis maintenant, et tu as raison de le dire, maintenant, aujourd'hui, c'est la mode. Effectivement, quasiment toutes les équipes ont ce type d'écran. Quasiment toutes les équipes. Alors, je ne l'ai pas montré parce que euh, les défenses qui sont proposées, en fait, il n'y a rien de très structuré. Parce que en fait, à la base, quand cet écran est arrivé, tout le monde faisait la même chose. C'est-à-dire qu'on switchait petit. euh, on switchait petit. C'était dans l'axe, cet écran. On va dire que donc il y a un écran ici, avec notre poste 1 ici. On a notre poste, on va dire que on a notre poste 5 donc, qui est ici, bien sûr, et on a notre poste 2 qui est ici, shooter qui est ici, qui s'est mis ici, ligne des lancers francs. D'accord? Donc, on a notre poste 1 qui part avec beaucoup d'agressivité. Et puis, bien sûr, on a notre poste 2 qui fait un écran au poste 5 qui va rouler. On s'est aperçu que finalement, cet écran-là, il était fait pour le poste 1. Il est fait pour le poste 1, c'est-à-dire que le poste 1 va prendre de la vitesse, va sprinter et va scorer. Donc, la plupart du temps, c'est pour le poste 1. C'est pour qu'il mette du gaz, il attaque, et que pendant qu'ici, il y a une petite hésitation défensive, alors, c'est pas vraiment. Là, je l'ai dessiné comme un sagouin, mais en fait, pour être vraiment plus précis, quand lui va sortir ici, X5 va sortir ici, en fait, 2 va faire écran ici à 5, 1 va avancer, donc 1, il va attirer un peu 5, et ensuite 5 va rouler ici pour éventuellement une petite passe. Sauf que, comme ici, c'est un peu la merde, 2, il ne sait pas ce qu'il doit faire, etc., le 1 marquait. Alors, voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a fait. On a fait switcher, on a mis le 1 ici, le 5 ici, et le 2 ici. Donc, on a switché, c'est-à-dire que le 5 restait ici, X5 restait ici sur son joueur. Donc 1, pendant quelques secondes, il se retrouvait tout seul ici. Le 2 qui défendait sur lui ici sprintait pour aller défendre ou ne sprintait pas, restait ici puisque le 1 mettait de l'agressivité. Et le 1, quand il voulait passer dessous,
il récupérait 2 qui sortaient à la sortie de son back pick. Donc ça, il y a beaucoup d'équipes qui le font. Sauf que la force dans ce métier, c'est qu'on s'adapte à tout ce qui se passe. Donc maintenant, ce qui se passe, et c'est vraiment très problématique pour les défenses, c'est que maintenant, le 2, en fait, c'est lui le cerveau du Spain pick. C'est-à-dire que c'est lui le cerveau. C'est-à-dire que quand il voit que son joueur commence à anticiper tout ça, en fait, même pas quand ça bouge pas, il n'y a même pas le pic qui est pris quasiment, et ben il sort directement. Ce qui fait que lui, il est censé rester ici pour contrôler le drive, mais il est censé rester ici quand le porteur de balle arrive là, dans cette fenêtre. Mais quand le 1 est ici et commence à peine à faire ça, si lui sprint ici, lui, il a pour mission d'aller là, donc il reste là. Et à ce moment-là, le 1 fait ça, retour de passe ici. Donc on s'est trouvé confronté à un problème posé par le 2 qui va à l'écran ou ne va pas à l'écran. Et là, il y a beaucoup d'équipes qui sont vraiment en grosse difficulté quand c'est comme ça que ça se passe. Et c'est d'ailleurs la meilleure chose à faire avec ce joueur-là. Alors, là, je vous montre une structure simpliste, parce que ça peut être soit au début d'un main à main ici, on enchaîne, soit ça peut être en fin de forme de jeu. L'Asvel le fait énormément. Comment dirais-je Monaco le fait. Il y a plein d'équipes le font en fait, en réalité, plein d'équipes. Mais c'est cette adaptation du poste 2 qui est à la ligne des lancers francs qui va choisir s'il y va ou pas qui nous pose problème. Alors, très clairement, sur ce type de défense, j'ai vu beaucoup d'équipes trapper. Directement sur le poste 1-5, aller trapper directement. J'ai vu beaucoup d'équipes switcher 1-5 et essayer de switcher aussi un petit peu à 3. Ça dépend qui est dans le poste 2, qui va faire l'écran. Si vous mettez un poste 3, il switch à 3, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui trappent sur ce type d'écran. Beaucoup. Et puis, moi, je pense que si c'est le meneur de jeu qui met vraiment de l'agressivité, le fait de switcher 1-2, c'est pas mal. Mais attention à l'adaptation de l'attaquant, des attaquants. Ça peut se retourner contre soi quand le 2 voit ça et s'écarte directement et qu'il est en connexion avec le 1 qui va lui faire la passe. Voilà. Mais effectivement, c'est une attaque que l'on voit beaucoup aujourd'hui. Tout à fait. Bah, écoute, Franck, je vais te remercier d'avoir passé autant de temps avec nous, de nous avoir transmis et partagé beaucoup d'informations. C'était très intéressant. Juste une dernière question. Si les gens